Un homme avait dormi pendant 200 ans. À son réveil, il découvrit qu'une femme l'attendait depuis toujours, une femme démon prétendant vouloir rembourser une dette. Il restait totalement perplexe car dans son souvenir, il avait bien tué le roi démon. Il y a 200 ans, Abel s'était tenu devant tous et, avec ses dernières forces, avait mis fin au règne du roi démon. Le monde baignait dans la lumière, pourtant ses yeux ne montraient aucune chaleur. Plus tard, Roy, le héros qui commandait leur groupe, vint à sa rencontre. Roy lui expliqua que désormais le monde était en paix et que ses yeux ambrés n'étaient plus nécessaires. Ici, la couleur des yeux révélait l'affinité magique, rouge pour le feu, bleu pour l'eau, vert pour le vent, et les siens un ambre doré capable d'englober toutes les affinités. Ses yeux étaient la marque d'un pouvoir suprême, mais ils ressemblaient aussi étrangement à ceux de la race démoniaque. Roy lui dit qu'une fois la paix acquise, l'humanité finirait par se retourner contre elle-même et que ses yeux ne seraient vus que comme un mauvais présage. Ils avaient prévu pour lui une villa isolée sur une île, espérant qu'il y finirait ses jours, tranquille et invisible. Le cœur d'Abel tomba dans l'abîme, transpercé par une douleur cuisante, des années de combat côte à côte réduites à trahison et exil. Au final, il accepta calmement. Il disparaîtrait de leur vue, mais jamais il ne mettrait les pieds dans cette belle cage. Il s'éloigna sans haine envers ses anciens compagnons. Sa colère se réservait au monde entier, un monde sans place pour des yeux cambrés. Avec le temps, il se retira profondément dans les montagnes et consacra sa vie à des recherches interdites. Pour la première fois dans l'histoire, il rendit la magie de réincarnation réelle. Une seule goutte de potion sur le cercueil ouvrit un passage vers l'avenir. Il désirait voyager 200 ans en avant, convaincu que ce serait un monde qui accepterait l'œil ambré. Il s'allongea calmement dans le cercueil et laissa sa conscience s'enfoncer dans la longue obscurité. À un moment inconnu, une poussée de pouvoir fit exploser le couvercle de l'intérieur. Il se redressa en titubant et sentit tout de suite quelque chose d'étrange dans son corps. Ses membres étaient benus, frêles, clairement ceux d'un enfant. Après tant d'années d'inutilisation, sa puissance lui échappait presque, mais l'incarnation semblait avoir réussi. C'était le monde dans 200 ans. Son âme avait pris le corps d'un gamin. Après 200 ans, personne ne se souviendrait plus de son visage de toute façon. À ce moment-là, une présence faible mais nette le mit immédiatement en alerte. C'était l'aura de la race démoniaque qui se rapprochait doucement de la grotte. Pas de lourds pas, plutôt des pas légers, peut-être une femme. Comment aurait-elle pu franchir la barrière? La barrière s'était-elle donc tant dégradée en 200 ans? Avec ce corps, il ne savait pas combien de pouvoir il pourrait vraiment mobiliser. La porte s'ouvrit juste d'un souffle. Ce bref instant était sa seule chance. Il rassembla sa magie, décidé à frapper le premier de toutes ses forces. Une lumière se forma dans sa paume, mais se figea au moment même où il allait la lâcher. Il retint de force le sort qui avait failli s'échapper. Dans l'embrasure se tenait une jeune femme mince, le visage peint d'une stupéfaction totale, pas d'ambre. Ses yeux étaient d'un bleu clair comme l'eau. Une humaine, comment avait-elle pu traverser la barrière pour venir jusqu'ici? Le panier qu'elle tenait tomba lourdement par terre. Elle s'effondra à genoux et des larmes jaillirent sans prévenir, coulant sur ses belles joues. Elle dit qu'elle avait attendu ce jour toute sa vie. Abel resta complètement abasourdi. Il n'avait aucun souvenir de cette femme devant lui. Puis il la vit essuyer ses larmes et une mémoire lui revint soudain. 200 ans plus tôt, il avait eu pitié d'une jeune démone. Il entendait encore les protestations furieuses de ses coéquipiers résonner à ses oreilles, et pourtant il l'avait protégée. À l'époque, elle essuyait ses larmes de la même façon exacte. Il nota, sans le vouloir, que sa nature pleurnicheuse n'avait pas changé. Donc la petite démone avait bien grandi. Il prononça le nom qu'il avait presque oublié, Lilith. De nouvelles larmes roulèrent sur son visage, mais elle sourit, confirmant qu'elle était bien Lilith, et qu'elle avait passé plus d'un siècle à le chercher pour lui rendre la faveur. Ce n'est qu'après avoir enfin découvert l'endroit où reposait sa réincarnation qu'elle était arrivée ici. Quand elle se leva, Abel réalisa qu'il ne lui arrivait qu'à la poitrine. Il sourit, amer, comprenant combien sa barrière avait faibli, mais ce qui l'inquiétait davantage, c'était ça, ses yeux n'étaient plus l'ambre qu'il connaissait. Cette couleur avait autrefois été celle de son âme. L'avait-elle vraiment abandonnée? Lilith ne répondit pas. À la place, elle porta la main à son visage et retira son déguisement oculaire. Deux fines lentilles bleues, et voilà que la couleur de ses yeux avait changé du tout au tout. Ses yeux ambrés revinrent. Elle tint dans sa main ses deux lentilles colorées. Abel resta sans voix, une vague d'émotions complexes le submergeant. Autrefois, tant de vie avait été engloutie par la guerre à cause de la couleur des yeux. Tant de sang versé pour quelque chose que deux fines pastilles pouvaient désormais décider. Lilith lui enroula une écharpe chaude autour du cou et le tira hors de ses pensées. Elle avait préparé une maison non loin et comptait l'emmener loin de cette caverne gelée. Lorsqu'ils sortirent hors de la grotte, un vent glacial leur fouetta le visage et il contempla le village au loin. Il n'imaginait pas depuis combien de temps elle attendait ce jour. La nouvelle maison était remplie d'objets qu'il n'avait jamais vus. L'ampoule qui brillait en particulier éveilla sa curiosité, mais c'est le bureau privé qui le réchauffa le plus au cœur. Lilith savait que la lecture était son vrai amour, et aussi le moyen le plus rapide de comprendre cette ère nouvelle. Il la remercia avec sincérité. Après tout, il y a 200 ans, les livres étaient extraordinairement précieux et rares. Il se plongea dans la mer de livres pour tenter de saisir ce monde inconnu. D'après les textes, la plupart de l'énergie de cette époque venait de pierres magiques. Le traitement des pierres magiques avait provoqué un bond explosif de civilisation. Même les ampoules semblaient alimentées par l'énergie de ces pierres. Il imagina que les mages de cette ère devaient avoir la vie plutôt facile.
Il continua sa lecture, mais son sourire s'éteignit peu à peu. Ce que révélaient les livres le laissa sans voix. Le niveau global de la magie s'était considérablement détérioré. Ce qui était aujourd'hui célébré comme de puissants sorts n'étaient que des connaissances que tout enfant connaissait de son époque. Pire encore, les traités documentaient ouvertement des runes de sorts truffées d'erreurs. S'entraîner avec ces méthodes n'aboutirait qu'à l'échec, voire à l'explosion. Ce monde futuriste avait fait des bonds technologiques, mais la magie était tombée en déroute. À ce moment, un bruit venant de la porte retentit. Ce n'était pas Lilith. La présence était inconnue et Lilith n'était nulle part. La porte claqua ouverte. Un gamin au nez qui coule fourra la tête dans l'embrasure. Avec un sourire, il demanda si c'était le petit frère de Lilith. Abel resta quoi? Mais que racontait cet enfant? Le garçon, qui se disait Ted, déclara avec une importance ridicule qu'il comptait prendre Abel comme subordonné. Abel sentit une résignation froide monter en lui. À ses vêtements fins, le gosse était clairement noble. Il refusa poliment cet honneur, mais Ted le harcela, geignant et exigeant bruyamment qu'il accepte. Poussé à bout, Abel choisit la manière la plus directe pour le repousser. Il prévint le garçon de ne pas s'en mêler et le laissa intentionnellement voir la couleur de ses yeux. Le gamin, sans surprise, fut décontenancé. Abel crut que son plan avait marché, mais Ted explosa d'un grand rire tonitruant. Il s'écria avec excitation que c'était la première fois qu'il voyait les légendaires yeux ambrés. Abel ne comprenait pas pourquoi le garçon n'avait pas peur. À cet instant, un adolescent plus âgé accourut pour retenir son frère cadet. C'était Boss, le frère aîné de Ted, qui engueula Ted pour être entré chez un inconnu. Ted, impatient, pointa Abel, trop heureux de partager sa découverte. En voyant les yeux ambrés d'Abel, Boss parut comprendre. Il expliqua que Lilith avait vanté le talent remarquable de son frère, mais ces mots laissaient transparaître une déception contenue en découvrant la réalité. Ted renchérit, ses yeux poulettes, ambrés, signifiaient selon lui une incapacité totale à s'adapter à quelque magie que ce soit. Abel resta abasourdi intérieurement, c'était l'exact opposé de tout ce qu'il savait. Les yeux ambrés réclamaient un entraînement infernal pour débloquer leur potentiel, mais une fois maîtrisés, ils pouvaient commander toute magie de n'importe quel attribut. Autrefois, ce pouvoir suscitait autant d'envie que de révérence. Boss réprimanda son frère pour ses paroles dures, puis ajouta cependant: de nos jours, on pouvait mener une vie tout à fait heureuse sans magie, et il laissa entendre qu'on prendrait soin d'Abel selon son rang. Abel était intérieurement consterné, on le traitait comme un bon à rien. Le patron pressa son frère d'aller répéter sa magie chez lui. En partant, Ted ne put s'empêcher de jeter un dernier regard moqueur sur les yeux poulets d'Abel. Abel fixa la porte qui claqua et sentit une vague d'absurde impuissance l'envahir. À cet instant, il comprit soudain l'histoire qu'il venait de lire. Le monde avait vécu un siècle de paix, la race des démons n'était plus que légende lointaine, et ses yeux ambrés qui autrefois renvoyaient aux démons n'inspiraient plus naturellement la peur. Dans une ère paisible où la magie s'était affaissée, des yeux dont la valeur ne se révélait qu'après des années d'efforts étaient devenus la risée. D'antan persécuté à aujourd'hui ridiculisé, la vie simple et ordinaire qu'il espérait semblait à jamais hors de portée. À ce moment, Lilith revint et le sortit de sa rêverie. À la voir ainsi vêtu, Abel comprit d'un coup son métier. Lilith fit une petite pirouette et demanda si ça lui allait. Abel sentit ses joues au creux se réchauffer et répondit honnêtement que oui. Son doute s'évanouit aussi. Il comprit pourquoi elle devait cacher ses yeux ambrés. En 200 ans, la réputation des yeux ambrés avait été complètement renversée. Le visage de Lilith s'assombrit. Elle parla du déclin de leur race sur ces 200 ans. Depuis que le roi démon avait été vaincu par les héros, les restes de la race démoniaque avaient été traqués et exterminés par les humains, et le niveau général des mages avait nettement chuté. Il reprit ses paroles, regrettant que même la vérité sur la puissance des yeux ambrés ait été oubliée. Puis il lui posa une question. Tout à coup, en tant que membre de la race démoniaque, la détestait-elle, elle et les humains, et le détestait-elle lui? Lilith se contenta d'un sourire doux et secoua la tête. Elle se souvenait de l'époque où il s'était jeté pour la protéger, l'emmener partout avec lui quand elle était petite. Il ne lui avait pas seulement enseigné la magie, il lui avait appris à survivre parmi les humains. Elle se leva et d'un ton calme mais ferme exprima enfin un sentiment longtemps tu. Elle avoua être depuis très longtemps éperdument amoureuse de lui. Puis elle fit une demande. Dans la salle de bain embuée, elle lui essuya doucement le dos. Il remarqua, un peu gêné, ce que cette scène pouvait laisser entendre. Elle rigola doucement en disant qu'avec son allure d'enfant, il ne faisait pas vraiment valoir d'arguments. Pourtant, qu'on le voie comme une femme à ses yeux suffisait à la rendre heureuse. Cette nuit-là, ils partagèrent le même lit. C'était la première fois en 200 ans, la première fois qu'ils sombraient dans un sommeil profond et sans rêve. Les matins suivants, ils prenaient le petit déjeuner ensemble. Pendant la journée, ils se plongeaient dans les livres pour absorber le savoir de cette époque. Mais chaque après-midi, la paix était brutalement interrompue par un invité non invité. Ted, le fils du noble, venait exiger un compagnon de jeu. Il n'avait pas de temps pour les gamins et cherchait sans cesse des plans pour s'échapper. Un jour, il alla directement à la fenêtre et lança un sort simple. Sous le regard ébahi et la bouche bée de Ted, il bondit légèrement sur le toit du voisin. Ce n'était même pas un dixième de ses anciennes capacités, mais c'était suffisant pour impressionner. L'esprit de compétition de Ted s'enflamma sur le champ. Il tenta maladroitement de produire sa propre magie et sauter par la fenêtre. Son corps vacilla et décolla à peine du sol. Sa magie s'échappa de façon chaotique et incontrôlée. Abel vit tout de suite le problème. Un tel contrôle ne tiendrait pas. Effectivement, la magie de Ted faiblit. Il poussa un cri et s'effondra dans les buissons en contrebas. Abel sauta pour vérifier qu'il allait bien, mais le rouge et furieux
furieux Ted se rua soudain sur lui. Abel posa légèrement son pied sur son dos et s'en servit de tremplin pour se dégager. Ted alla s'écraser contre le mur. En voyant le garçon se tenir le nez, Abel se dit que le gamin tenait le choc. Avec 20 ans d'entraînement, il pourrait même devenir un mage correct. Ted, furieux, accusa son subordonné d'oser lui parler ainsi. Abel nia calmement être le subordonné de qui que ce soit, puis une idée lui traversa l'esprit. Il fit aussitôt volte-face et dit qu'après tout, il accepterait d'être le subordonné de Ted. Ted s'illumina de joie, mais Abel posa une condition. Il pensa à l'écharpe chaude que Lilith lui avait donnée et dit à Ted que s'il pouvait lui arracher l'écharpe avant le coucher du soleil, il reconnaîtrait volontiers Ted comme son frère aîné. Ted trouva que ça avait l'air facile et accepta tout de suite. Abel, lui, avait ses propres plans, car ce jeune noble allait lui couper la lecture tous les jours de toute façon, autant s'en servir comme partenaire d'entraînement physique idéal. Ted fonça après lui, la détermination en feu. Abel bondit sur le toit, le geste attisa encore la compétitivité de Ted. Il sauta aussi et s'écrasa maladroitement contre le mur. Abel sourit en dedans, l'écart entre eux était astronomique. Pourtant, Ted retenta sa chance et, cette fois, monta réellement. Il prit la poursuite au sérieux, ce qui surprit un peu Abel. Il n'utilisait pas de magie d'amélioration. Il comptait uniquement sur sa force physique. Alors qu'Abel l'évitait, il jaugea calmement son poursuivant. Physique moyen, pas très vif d'esprit, aucune étincelle d'intellect, on remarquait seulement son endurance et sa ténacité. Ted perdit encore l'équilibre sur le toit et tomba lourdement. Il demanda pourquoi Abel ne semblait pas le moins du monde fatigué. Abel lui demanda sur un ton délibéré s'il cherchait une excuse pour abandonner. Comme prévu, ses mots le renvoyèrent à la charge, mais aux yeux d'Abel, ses mouvements restaient affreusement lents. Finalement, Ted fut complètement KO et fondré en tas. Pourtant, tenir 20 minutes dépassait les attentes d'Abel. Il se retourna pour regagner son bureau, prêt à en finir avec cette mascarade, mais en passant devant la fenêtre, il aperçut Lilith par hasard. Elle était à l'intérieur en train de parler avec le jeune maître boss. Abel lança discrètement un sort pour aiguiser son audition et entendit Lilith décliner poliment mais fermement la proposition de boss. Celui-ci explosa de rage et lui hurla ce qui pouvait bien lui manquer. On devinait qu'un jeune noble au cœur si fragile était comme prévu, du genre à ne pas supporter un refus d'une femme. Mais Lilith expliqua calmement que son refus n'avait rien à voir avec de l'insatisfaction. C'était tout simplement que son cœur appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Ces mots firent même hésiter Abel, qui écoutait dehors. Boss serra les dents et demanda si cette personne était son frère Abel. Lilith resta silencieuse un instant. Puis, en souriant, elle avoua que c'était vrai. Abel resta pétrifié, une tempête d'émotions le traversant. Bah trembla de rage, le traita d'impudent, l'accusant d'avoir succombé à son propre frère. Au mot impudique, le regard d'Abel devint glacial, tout à fait différent. Mais pour l'instant, se faire passer pour des frères était le déguisement le plus pratique. Les paroles du patron étaient rudes à entendre, mais il venait de se faire rembarrer. Dans son état pitoyable, Abel préféra fermer les yeux. À partir de ce jour, Ted devint une petite ombre collante derrière Abel. Tâter le jeune noble était devenu, d'une façon ou d'une autre, un rituel quotidien. Après quelques jours d'observation, Abel remarqua quelque chose. Malgré des yeux ardents, typiques d'une magie liée au feu, Ted manquait du raisonnement complexe nécessaire aux sorts élémentaires élevés. Il n'avait pas ce don instinctif de lire et construire des runes en un instant. Pourtant, Abel découvrit un autre talent chez lui. Pour la magie d'amélioration physique, Ted montrait une intuition naturelle étonnante. Cette magie, qui ne dépendait pas de la logique, pouvait être pile ce qu'il lui fallait. Ted se jeta de nouveau sur lui, tout excité. Abel sentit qu'en quelques jours seulement, le gamin avait fait de vrais progrès. À ce moment, Bass les repéra par la fenêtre, le regard figé sur les deux silhouettes du toit. Abel détourna sans effort la main de Ted en commentant nonchalamment que ses mouvements étaient trop lents. Ted dégringola sur le toit, glissant sur la neige sur une bonne distance. Il se remit sur les pieds en s'énervant, mais son pied dérapa, et il perdit complètement l'équilibre. Il poussa un cri en tombant du bord et heurta le sol violemment. Des larmes jaillirent des yeux de Ted aussitôt. Abel sauta immédiatement, jaugea la situation et suspecta une fracture. Il commença à lancer un sort de soin, mais à cet instant, Bass fonça en rugissant, le bouscula de plein fouet. Il s'agenouilla auprès de son frère en déclarant qu'il ferait lui-même la guérison. Abel fut un peu surpris. Quelqu'un sans yeux gris pouvait-il lancer un soin? Mais la lueur verte qui monta dans les mains de Bass aiguisa son regard. À première vue, c'était convaincant. Pourtant, les cris de Ted s'intensifièrent de plus en plus. Abel sentit immédiatement que quelque chose n'allait vraiment pas. La consolidation osseuse, c'est comme un jeu de construction. On commence par les grosses pièces de base. Mais Bass faisait l'inverse, collant des gros éléments sur des petits, n'importe comment. Ce n'était qu'une illusion de réparation en surface. La structure interne était un vrai chaos. Un tel assemblage mènerait à une catastrophe. Abel cria qu'un médecin devait intervenir tout de suite, mais Boss répondit en rugissant de rage. Ce n'était pas un roturier de lui donner des ordres. Il accusa Abel d'avoir provoqué la chute de Ted, rappelant que Ted était noble, le deuxième fils honoré des Langbert. Il l'insulta sans cesse, le traitant de plouc aux yeux inférieurs.
Il jurait de ne pardonner personne qui bafouerait la dignité de son nom noble. Son épée longue était dégainée, Bass lança un défi en duel. Abel resta figé, las et résigné. Ted gémissait toujours à terre, en proie à la douleur. Un duel tout de suite n'était pas très avisé, mais le tumulte avait attiré des spectateurs, compliquant encore la situation. Il n'eut d'autre choix que d'accepter. Boss annonça les règles et, magnanime, proposa un handicap. Abel repoussa sa générosité, il voulait juste en finir au plus vite. Ce mépris fut la goutte d'eau pour Boss, il poussa un cri furieux et lâcha sa technique finale. Un sort nommé Fan de Flux lacéra l'air avec une force énorme. Abel s'écarta sans effort. L'attaque fendit l'immense arbre derrière lui en deux. Il jaugea calmement. La puissance était correcte, mais la vitesse d'incantation était exceptionnellement rapide. Avant, cette vitesse n'était accessible presque qu'à lui. Pourtant, l'adversaire en face ne semblait pas avoir un tel niveau. La clé devait être cette épée au design singulier. Boss ricana comme s'il découvrait que l'on ignorait l'existence d'un outil magique. Il se vanta du pouvoir de la lame, disant qu'elle aidait à forger des sorts. Puis il brandit encore la lame et lança une nouvelle attaque féroce. Cette fois, Abel aperçut les runes sur le tranchant, tout s'éclaira d'un coup. Bass propulsa Ti en l'air, cherchant à l'écraser par la seule force brute. Abel ne ressentit qu'une immense lassitude. D'un simple geste, il neutralisa l'attaque féroce à main nue. Ba resta figé. Abel comprit enfin que les outils magiques étaient la racine du déclin des mages. Une dépendance aux appareils tout prêts avait privé les gens de leur esprit critique. Il décida de mettre fin à cette supercherie et de montrer à cet homme ce qu'était le vrai pouvoir. Il concentra son souffle et la même lame de vent se forma dans ses mains, mais en beaucoup plus grande et puissante. La tempête de vent dévastatrice laissa Boss sans échappatoire. Il fut projeté, s'écrasa au sol en un tas, et Abel commençait déjà à retenir sa force. Boss refusa toujours d'admettre sa défaite, crachant des insultes amères. Soudain, une jupe jaillit devant lui sans prévenir. Sans crier gare, Lilith leva la jambe et lui donna un coup en plein visage. Bass repartit voler encore une fois. La voix de Lilith, froide comme de la glace, déclara lentement qu'elle pouvait accepter les insultes dirigées contre elle, mais pas que l'on insulte le seigneur Abel. Elle le regarda d'en haut, les yeux chargés d'un avertissement glacial. Bass fut terrorisé par cette violence soudaine. Abel n'eut d'autre choix que d'intervenir et d'arrêter Lilith. Le médecin annonça que Ted devrait rester au repos 6 mois et Abel sentit son cœur choir. Pour un garçon aussi vif que Ted, c'était pratiquement une condamnation. Debout devant la fenêtre, Abel écouta le diagnostic, le front profondément plissé. 6 mois, c'était bien trop long. Quand Ted s'endormit, un cercle de téléportation apparut sans bruit. Abel sortit, décidé à intervenir de façon plus directe. Il comptait au départ tester les soins de l'époque, mais il laissa tomber cette idée. La magie se concentra dans ses mains et enveloppa les blessures de Ted. D'abord, il effaça toute trace de magie laissée par Boss, puis, avec une technique bien plus fine, il ressouda les os et accéléra la guérison. Pendant tout ce temps, Ted dormit paisiblement, perdu dans son sommeil. En regardant son visage endormi, Abel fut submergé par une profonde culpabilité. Avant de partir, il murmura doucement « Je suis désolé ». Le lendemain matin, Abel ouvrit la porte et trouva Boss là, la tête rasée. Il ne l'avait presque pas reconnu, appelant son nom d'une voix hésitante. Le boss a immédiatement explosé comme si on l'avait écrasé, une furie, puis une seconde après, il a reçu un solide coup à l'arrière du crâne. C'était son père, Ivan. Il s'agenouilla sur un genou et s'excusa du comportement stupide de son fils. Bass ne comprenait pas pourquoi son père s'humiliait devant un simple roturier, rien d'autre que le petit frère de leur servante, ce qui lui valut un autre coup de poing paternel. Ivan révéla enfin la vérité. Ce n'était pas leur famille qui avait engagé Lilith, bien au contraire. C'était Lady Lilith qui employait toute leur famille depuis le début. Boz resta figé, son monde s'effondra et Abel comprit enfin. La question qui le taraudait depuis longtemps trouva sa réponse. Pourquoi Lilith, un démon de haut rang, restait si effacé? C'était la sagesse de survie des démons vivants parmi les humains, jouer la servante obéissante tout en manipulant subtilement le pouvoir de la noblesse. Après cela, le boss disparut de la ville. On disait qu'il était parti étudier dans une grande académie de magie. Ivan rassembla Ted Close et lui raconta le passé. Quand il était jeune, attaqué par un monstre dans la forêt, c'est Lilith qui était apparue comme une divinité et lui avait sauvé la vie. Par la suite, elle le soutint de 1000 façons et lui enseigna la magie. Quelle que soit leur relation officielle, elle fut sa bienfaitrice et sa voisine qu'il respectait profondément. Il dit à Ted de bien s'entendre avec ces deux-là. Ted acquiesça en souriant. Il considérait Abel depuis longtemps comme son ami le plus proche. Cet après-midi-là, Ted se faufila dans l'étude d'Abel comme d'habitude, mais cette fois, il l'appela maître avec un grand sourire. Abel se retourna en soupirant, déjà à se demander quelle combine le gamin avait mijoté. 2 ans s'écoulèrent entre chamaillerie et rire, l'une des rares périodes de tranquillité dans sa longue existence. Abel s'habitua peu à peu à ce monde 200 ans plus tard, et Ted perdit aussi ses dernières traces d'enfance.
Sa magie progressa à grande vitesse, il lançait désormais du feu avec maîtrise et la puissance derrière n'était pas à négliger. Abel l'observait avec un sourire sincère d'approbation, puis Ted l'invita à passer l'examen d'entrée avec lui dès demain. L'invitation fit hésiter Abel. Il alla demander à Lilith pourquoi quelqu'un qui a déjà atteint l'apogée il y a 200 ans devrait-il retourner à l'école maintenant. Il répondit qu'il redeviendrait aventurier, comme autrefois, mais Lilith répliqua que la profession d'aventurier avait été supprimée depuis 10 ans. En temps de paix, c'était un métier sans raison d'être. Elle souligna que pour travailler dans un domaine lié à la magie, une formation formelle était indispensable, puis, souriant malicieusement, elle lui demanda s'il souhaitait vraiment finir comme son garçon entretenu. Ces mots le firent finalement céder et accepter l'examen. Le lendemain, Ted le conduisit avec empressement à travers les grilles de la première académie de magie du royaume. Derrière les grands portails, des chuchotements et des regards méprisants les suivaient, comme des ombres. Les élèves inscrits commentaient à voix basse ses yeux soi-disant inférieurs. Il se moquait de la décadence de l'académie, capable de laisser quelqu'un comme lui tenter l'examen d'entrée. Abel trouva le caractère de ses enfants nobles vraiment déplorable, mais Ted, à ses côtés, bouillonnait déjà, le soutenant avec véhémence. Soudain, une voix féminine claire et tranchante retentit et les réduisit au silence. Elle leur reprocha de se liguer pour calomnier quelqu'un dans son dos, un comportement indigne de la noblesse. Abel se retourna et vit un blason familier briller sur la poitrine de la jeune fille. Il eut l'impression d'avoir déjà vu cet emblème quelque part. Les instigateurs, arrogants, demandèrent qui elle était. La fille leva la tête sans se départir de son calme et se présenta. Alyssa, qui voulait devenir une grande magicienne dont le nom résonnerait dans l'histoire. Un affrontement sembla inévitable. Les autres voulaient donner une leçon à ce candidat présomptueux. Alyssa recula simplement, silencieuse, puis une lame scintilla. La pointe de son épée se dirigea net vers eux, geste précis et rapide. Abel nota intérieurement que son maniement de l'épée était impressionnant. Alyssa leur ordonna froidement de disparaître de sa vue. Les agresseurs battirent en retraite, gênés, lançant une menace pour sauver la face. Abel se sentit obligé de la remercier et l'appela pour l'arrêter. Alyssa n'a pas cessé, alors il a tendu la main pour la retenir, mais elle a giflé sa main d'un coup sec. Elle a rétorqué à Abel qu'il n'était qu'un roturier et n'avait pas à la toucher, ajoutant qu'elle méprisait ouvertement ceux qui parlaient dans le dos des autres. Elle n'était pas venue pour aider un roturier. Elle a fait demi-tour en déclarant qu'elle ne s'intéressait qu'aux gens de vraie puissance. Ted, une fois de plus, a été exaspéré par son arrogance et a crié qu'elle ne connaissait rien à la force véritable. Abel, cependant, regardait sa silhouette s'éloigner avec ce petit doute, l'impression d'avoir déjà vu ce visage quelque part. Puis vint la partie écrite de l'examen d'entrée qui, pour Abel, fut ridiculement facile, jusqu'à la dernière matière, l'ingénierie magique, où la difficulté a soudain grimpé. Cette dernière question était clairement faite pour empêcher quiconque d'obtenir un score parfait. Il réfléchit un instant et un sourire s'esquissa sur ses lèvres. Quelle coïncidence presque grotesque. L'auteur de ce théorème n'était autre que lui, il y a 200 ans. Quand l'épreuve écrite se termina, tout le monde fut relâché sur un champ ouvert. Les attendait un test pratique sur l'usage d'outils magiques, une table couverte d'objets de toutes sortes, et l'examinateur demanda aux candidats de choisir selon la couleur de leurs yeux. Abel n'attendait rien. Il était peu probable qu'il y ait quelque chose de prévu pour des yeux ambrés. Il prit calmement une épée rouge d'une seule main en remplacement, tandis que l'examinateur annonçait que les cibles étaient faites d'une matière noire absorbant la magie. Les candidats pouvaient libérer leur magie à volonté. Ted fut le premier à lever la main, tout excité, demandant à passer avant tout le monde. Abel ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude pour lui. Tous ici faisaient partie de l'élite. Il craignait que le niveau à moitié cuit de Ted ne fasse de lui une risée devant la foule. Ted y alla à fond et hurla en lançant une boule de feu, mais la magie qui sortit fut à peine une lueur. Abel ressentit une vague de frustration déçue, aussi maladroite qu'à l'accoutumée. L'éclat magique faible toucha le centre de la cible, puis s'éteignit sans laisser de traces. Et pourtant, toute la salle explosa en tumulte. Abel pensa d'abord à des moqueries, mais à sa surprise, l'examinateur s'écria d'admiration sincère, déclarant que Ted était un talent exceptionnel. Les autres candidats avaient l'air dégonflés, se plaignant de la pression de devoir suivre quelqu'un d'aussi fort. Abel n'en revenait pas. Ce niveau était ici considéré comme impressionnant, et ceux qui ont tenté ensuite ont confirmé son soupçon. Leur magie semblait encore plus faible, comme une maladroite démonstration de fin d'année. La cible n'avait subi que quelques égratignures. Quand son tour arriva, la voix de l'examinateur trahit une inquiétude hésitante. Abel sentit monter une vieille résignation. On l'avait clairement sous-estimé à cause de ses yeux ambrés, mais Ted lui tapa dans le dos avec enthousiasme en le pressant de montrer de quoi il était capable. Cette confiance entière et sans réserve fit fleurir une chaleur dans la poitrine d'Abel. Il saisit son instrument magique et se plaça au départ, tandis que des centaines de regards scrutaient son dos accompagnés de chuchotements. On railla sa lente construction d'incantation digne de quelqu'un aux yeux inférieurs. Abel fit abstraction de leur
moquerie, se concentra et élabora une combinaison élégante. Puisque la cible était faite de matière noire, autant y aller à fond. Il activa sa formule boule de feu type 2, scission, une déferlante de magie jaillit, projetée vers le ciel. Tout le monde resta bouche bée, sidéré par l'ampleur. Abel pensa pour lui-même que ce n'était pas juste grand, c'était carrément colossal. La sphère magique monta haut, puis retomba en cascade comme un feu d'artifice. Les spectateurs, incrédules, virent la cible se faire engloutir totalement. Lorsque la fumée se dissipa, il ne restait qu'un cratère terrifiant. La salle d'examen se figea, puis explosa en un tumulte encore plus assourdissant qu'avant. Ted bondit, hurlant de joie. Abel était sûr d'avoir ébranlé quelques préjugés bien ancrés. Dans une autre salle, Alyssa lâcha sa fente de flamme avec un coup tonitruant. L'impact avait assez de puissance pour fendre la surface de la cible noire. L'examinateur peinait à cacher sa stupeur et des halètements parcoururent la foule. Pourtant, Alyssa s'ennuyait ferme que cette soi-disant académie de pointe soit ainsi impressionnée par un tel niveau. À ce moment-là, un examinateur de la salle voisine accourut soudain. Alyssa amplifia discrètement son audition et surprit des bribes de la conversation. Les mots clés étaient « candidate aux yeux ambrés » et la cible avait été détruite. Un sursaut lui traversa le cœur. Elle pensa aussitôt à la personne rencontrée ce matin. Un vrai sourire monta enfin au coin de ses lèvres. Ça devenait enfin intéressant. Après l'examen, Abel fut classé en catégorie A. Ted aussi, et il affichait un petit air suffisant. Tous deux gagnèrent la salle d'attente, réservée aux A. Peu de monde à l'intérieur, pourtant dès qu'ils entrèrent, tous les regards se tournèrent vers eux. Tous les yeux furent attirés par l'ambre des prunelles d'Abel. Des chuchotements parcoururent la pièce, spéculant sur la rumeur de la cible détruite. Une voix familière s'éleva tout près. Alyssa s'avança d'un pas décidé. Elle demanda Cash si l'histoire de la cible détruite était vraie. Elle l'interrogea sur la structure du sort, le prenant pour l'élève d'un maître célèbre. Voyant Abel garder le silence, elle déclara qu'elle trouverait la réponse lors de l'épreuve suivante. L'examinatrice Fidia apparut au moment opportun et annonça les règles de l'épreuve finale, le format duel simulé, simple et efficace. Deux candidats s'affrontent et celui dont la défense cède en premier perd. Les adversaires seraient jumelés selon les performances des tours précédents. Le verdict tomba sans surprise, Abel contre Alyssa. Sur l'estrade, Alyssa dégaina d'un geste fluide et lui ordonna de sortir son arme. Abel répondit qu'il n'avait pas l'habitude de compter sur des outils magiques. Alyssa rit, le traitant de ringard. Sans hésiter, elle chargea, balançant son épée avec une fureur éclair. Abel concéda en silence que son talent était remarquable pour l'époque. Il ne bougea pas, mais au moment où la lame allait frapper, il disparut. En un instant, il réapparut derrière Alyssa avec une décontraction totale. Alyssa se retourna choquée, mais le feu du combat dans ses yeux brûlait encore plus fort. Elle rassembla sa magie et des flammes plus intenses que jamais léchèrent la lame. Une seconde estocade enflammée jaillit, encore plus puissante. Cette fois, Abel ne comptait pas seulement esquiver. D'un geste, il érigea le même sort élémentaire de feu, mais la magie qui l'animait était bien plus dense et violente. Alyssa ne l'avait pas du tout prévu. Perdue, incapable de riposter, son esprit vide et la seconde suivante, deux forces magiques se heurtent en plein air dans un fracas terrible. Une explosion de lumière aveuglante jaillit et engloutit tout. Quand le fracas s'éteint, la fumée s'élève et un cratère effrayant déchire le sol. Abel étendit ses sens mais ne trouva aucune trace de son adversaire. Un regret le traversa. Avait-il vraiment dépassé les bornes ? Puis un coup de vent violent hurla d'en haut. Alyssa tombait du ciel comme une météorite, attaque surprise. Elle s'était rendue presque indétectable. Dommage pour elle, son adversaire, c'était moi. La magie prit forme dans ses mains en un instant. 12 boules de feu enflammées partent à la fois, sifflant dans l'air. Les yeux d'Alyssa s'écarquillèrent. Choquée, une vitesse d'incantation pareille, et il contrôle 12 sorts en même temps. Elle comprit enfin, cet homme était terriblement fort. Une série d'explosions propulsa un pilier de feu vers le ciel, la force coupant le souffle aux spectateurs qui murmuraient que l'écart entre eux était criant. Quand la fumée se dissipa, Alyssa était à genoux. Pourtant, le feu dans son regard n'était pas éteint. Il brûlait même plus fort. Un léger étonnement traversa aussi l'esprit d'Abel. L'examinateur déclara son sort défensif brisé, le duel était terminé. Mais Alyssa grimaça et protesta. Elle n'avait pas dit son dernier mot et exigea la reprise du duel. Abel ne put s'empêcher de sourire. Admiratif de cette obstination, elle planta l'épée, se redressa et déclara sa volonté devant tous. Elle allait prouver à chacun ici qu'elle valait mieux que tous. Le sourire d'Abel s'effaça et il se demanda tout haut, en temps de paix comme maintenant, pourquoi cette obsession de devenir plus forte ? Ce n'était plus la guerre d'antan. De nos jours, même les faibles devraient pouvoir trouver le bonheur, répliqua Alyssa avec conviction. La paix n'est qu'une illusion, un traité ne garantit rien, personne ne peut jurer qu'un autre roi démon ne renaîtra pas et les pays voisins n'ont jamais cessé de renforcer leurs armées. Elle refusa de se laisser bercer par l'illusion confortable d'une paix qui pouvait exploser à tout instant. Voilà pourquoi elle devait devenir forte, assez forte pour tout protéger,
tuer, puis elle restaurerait la famille qui l'avait élevée. Cette phrase donna à Abel le pressentiment de quelque chose d'important, mais avant qu'il n'ait le temps d'y réfléchir, Alyssa déchaîna le reste de sa magie, des flammes incandescentes l'engloutirent entièrement, tous restèrent muets. Elle prononça le nom d'un sort interdit. Les flammes jaillirent et se transformèrent en une immense paire d'ailes. D'un cri aigu, elle s'élança dans le ciel, portée par le feu. La foule poussa des exclamations incrédules devant ce spectacle époustouflant. Alyssa déploya ses ailes, haute dans les airs, telle une déesse de flammes. Un hurlement stupéfait monta des gradins. La magie de vol existait bel et bien. Abel comprit, cela demandait un contrôle simultané et précis de plusieurs attributs. Même 200 ans plus tôt, seuls quelques rares y parvenaient. Ce n'était pas une compétence acquise en peu de temps. Une silhouette familière traversa sa mémoire, un vieux camarade d'autrefois. Il ne s'attendait pas à ce qu'une magie si ancienne soit parvenue jusqu'à nous aussi intacte. Ce que sa famille avait dû sacrifier et y investir dépassait l'imaginable. Il annonça la fin du spectacle et dit que maintenant c'était son tour. Un rayon violet jaillit à une vitesse aveuglante visant Alyssa dans le ciel. Elle se prépara et tint bon mais sentit les fondations mêmes de son sort se déchirer à toute vitesse. La seconde suivante, une explosion de lumière brûlante jaillit juste derrière elle. Ses magnifiques ailes de feu se désintégrèrent en étincelles en un instant. Elle poussa un cri et son corps commença à chuter. Abel bondit et la rattrapa en plein air. La tenant dans ses bras, il demanda doucement la réponse qu'il connaissait déjà. Était-elle une descendante de Maria, le héros de flamme? Il l'avait ramenée au sol sain et sauf, sa voix teintée d'une vraie admiration. Il lui dit qu'elle avait du talent et l'encouragea à devenir plus forte. La voix de l'examinateur proclama Abel vainqueur et l'arène explosa en acclamations. La foule se jeta vers lui en ovation, le traitant comme un nouveau héros. Alyssa, seule plus loin, regardait le tumulte à distance, un mélange brûlant de honte et de rage la traversant. Elle porta la main à son visage en feu, incapable de comprendre comment elle avait perdu si totalement. Après l'examen, les profs bourdonnaient d'excitation au sujet des talents de l'année. Ils couverts de louanges les trois, Ted, Alyssa et Abel. Seule Emma Sen, qui corrigeait les écrits, laissa échapper un méprisant « Elle déclara froidement qu'il n'y avait qu'un seul véritable génie, Abel et rien d'autre. Les autres professeurs firent la moue, perplexes. Après tout, ce n'était qu'un roturier aux yeux ambres. Dans les faits, Alyssa ne semblait pas moins impressionnante. Sen secoua la tête, excédée, et brandit la copie parfaite. Abel avait résolu le théorème ultime, une théorie complexe que même les chercheurs chevronnés n'avaient pas percé. Un silence tomba sur toute la salle. À cet instant, le vénérable proviseur entra. On lui expliqua ce qui avait mis la professeure dans cet état animé. Emma Sen rapporta la nouvelle avec une excitation à peine contenue. Elle avait découvert un génie sans pareil, un élève nommé Abel. Dès que ce nom atteignit le proviseur, ses yeux s'écarquillèrent. Tellement surpris que ses dentiers lui sautèrent presque de la bouche, il exigea qu'Emma répète le nom. À la seconde annonce d'Abel, tout s'emboîta dans son esprit. Tard dans la nuit, le bureau du proviseur résonnait de chuchotements stupéfaits et étouffés. Le nom d'Abel avait chassé le sommeil. Il alla vers une statue ancienne, concentra de la magie dans ses mains. La magie s'insinua dans l'épée tenue par la statue et la pièce vibra légèrement. Une porte secrète dissimulée se dévoila lentement. Il y pénétra, une chambre remplie de vieux textes. Il se dirigea vers un tiroir et l'ouvrit. À l'intérieur reposait, immobile et jaunie, une lettre d'un âge certain. Sous l'effet de la magie, le parchemin se déploya. C'était la dernière note de son grand-père, une vérité écrite pour les yeux de ses descendants. La lettre révélait un secret effacé de l'histoire. La légende des 4 sages qui auraient tué le roi démon était un mensonge. À 4 seulement, il n'aurait même pas effleuré une mèche du roi démon. Celui qui l'avait réellement vaincu était un mage aux yeux ambrés. Il s'appelait Abel. Le directeur se souvenait des avertissements répétés de son grand-père. Ce 5e sage, juste pour avoir des yeux ambrés rappelant ceux de la race démoniaque, avait été persécuté. Malgré un pouvoir capable de faire trembler le ciel, son nom avait été rayé des annales. Mais comment un humain aurait-il survécu 200 ans? Il décida d'enquêter de plus près sur la vraie force de ce jeune homme. Dans un café de la capitale, après les examens d'entrée, Abel était assis seul à boire un café. Ted fit irruption, tout excité, le visage illuminé. Il agita sa lettre d'admission en l'air, demandant à son maître de deviner le résultat. Abel jeta à peine un coup d'œil et vit immédiatement qu'il avait déjà atteint son sommet. Son petit tour découvert, Ted bougonna d'insatisfaction. Mais Abel tourna soudain la tête vers une table au fond. Il demanda directement qui se cachait là-bas. Une silhouette aux cheveux rouges n'avait pas été très discrète. Prit la main dans le sac, elle dut saluer d'un geste gauche. Elle prétendit que c'était une coïncidence, que c'était simplement son endroit préféré pour manger des gâteaux. Le naïf Ted y crut sans sourciller. Abel trancha les politesses et demanda ce qu'elle cherchait vraiment. Alyssa rougit et balaya la salle du regard. Elle bafouilla en demandant dans quelle classe il avait été placé. Elle avoua à contre-cœur qu'elle avait beaucoup à apprendre de lui. Abel réfléchit à ses intentions, mais Ted à côté n'en put plus et lâcha la réponse, tout fier. Il annonça joyeusement que lui et son maître avaient été placés en classe A, la section d'élite. À l'entente de classe A, les yeux d'Alyssa s'illuminèrent.
lunaire. Elle se mit à fredonner un petit air gai et partit d'un pas léger. Abel regarda Ted, sincèrement perplexe quant à ses véritables motifs. Juste à ce moment, la porte du café s'ouvrit doucement de nouveau. En les voyant, Ted et Abel restèrent figés. C'était Lilith en uniforme de prof d'académie, et ils lui demandèrent ce qu'elle faisait dans cet accoutrement. Avec le sourire, Lilith annonça qu'elle devenait officiellement professeure à l'académie dès aujourd'hui. Ted en resta bouche bée, incapable de croire une telle coïncidence, tandis qu'Abel, lui, n'était pas du tout surpris. Il savait de quoi elle était capable. Tout ce que Lilith entreprenait, elle l'accomplissait sans transpirer. Elle se pencha vers son oreille et promit de continuer à l'aider désormais en tant que prof. Et bientôt arriva la veille de la cérémonie d'entrée, où elle les accompagna personnellement au dortoir. Ils allaient en vivre ensemble dans ses ailes pendant les 5 prochaines années, puis elle s'excusa pour régler une affaire. Après qu'Abel l'eut remercié, lui et Ted, alourdis par un nombre absurde de bagages, entrèrent à l'intérieur. Dans le hall commun, ils rencontrèrent la prof Fidia qui était surveillante des dortoirs. Abel la reconnut comme membre du jury lors de l'examen d'entrée. Fidia les reconnut aussi et leur remit les uniformes officiels de l'académie. Elle leur rappela qu'ils devaient les porter à chaque sortie de l'enceinte. Abel prit le sac et remarqua tout de suite quelque chose d'étrange sur l'uniforme. Une inscription magique particulière y avait été apposée, expliqua Fidia, pour l'anti-magie et la résistance aux taches. Abel demanda qui avait appliqué ces marques, mais la réponse fut vague et évasive. Après avoir récupéré leurs clés, ils se virent attribuer des chambres adjacentes, tandis que l'inscription bâclée lui restait en tête. Ted, voyant son trouble, demanda ce qui n'allait pas. Abel expliqua que le travail d'inscription était atrocement mal fait, un gâchis de bon tissu. Sur le champ, il décida de réappliquer lui-même les glyphes et s'attaqua d'abord à l'uniforme de Ted. Dès que Ted l'enfila, il se sentit léger comme une plume. Abel fut lui aussi content du résultat. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre l'uniforme pour le sien, Ted rassembla tous ses sacs et déclara qu'il allait pratiquer la diplomatie des brioches dans sa nouvelle tenue, en sortant une spécialité de chez lui, des boules de neige Snowball Buns. Il en proposa un à Abel, tout enthousiaste. Abel trouva le goût plutôt quelconque et se demanda si c'était vraiment une spécialité locale, mais Ted n'en tint pas compte et partit, déterminé à les partager avec les voisins, s'étant donné pour objectif de se faire 100 amis à l'académie, et sur ces mots, il fonça dehors. Abel pensa qu'avec le tempérament de Ted, ça pourrait arriver. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était traverser les journées tranquilles et obtenir son diplôme sans histoire. Une fois son uniforme réajusté, une vague de fatigue le submergea. Il décida de faire une sieste l'après-midi. Juste à ce moment-là, des cris éclatèrent dehors. Il ouvrit et trouva Ted entouré d'un groupe d'élèves. Le visage de Ted était ahuri et innocent. Abel supposa que la diplomatie du Bund avait rencontré des problèmes. L'un d'eux hurlait après Ted, lui demandant s'il se moquait d'eux. Ted expliqua précipitamment qu'il voulait juste se faire des amis et ne pensait rien de mal. Mais un autre lança une insulte plus cruelle, le traitant d'espèce invasive et raillant l'idée d'être ami avec quelque chose sorti d'un caniveau. Abel en eut assez. Il comprit qu'il parlait d'un poisson qui ravage des écosystèmes. Ted resta souriant et tendit le petit pain qui représentait sa ville natale, mais l'autre le repoussa d'un coup de main. Le pain tomba et roula dans la boue. L'expression de Ted s'assombrit en un instant. La colère monta en Abel. Qui était-il pour piétiner ainsi la bonne volonté? Il allait intervenir, mais vit Ted se pencher silencieusement pour le ramasser. Puis quelqu'un d'autre bougea le premier. Alyssa s'avança et ramassa le pain sous les yeux médusés de tous. Elle croqua calmement dedans et l'évalua à 70 sur 100. Le groupe éclata de rire, la ridiculisant pour avoir mangé quelque chose tombé par terre. Quel manque d'élégance. Ces mots mirent Alyssa hors d'elle. Abel pensa que ce n'était pas bon. Ted aurait pu laisser passer, mais Alyssa, non. Il fit un pas décidé et ordonna que cette scène pitoyable cesse sur le champ. Ted l'appela, surpris et ravi en disant que cela ne le dérangeait pas vraiment. Mais Alyssa se rua sur Ted, furieuse, lui demandant s'il n'avait aucun amour-propre. Abel comprit alors. Même parmi la noblesse, la discrimination allait si profondément. Quand le groupe vit Abel s'avancer, leurs moqueries devinrent encore plus cruelles. Ils ricanaient qu'un type aux yeux ridicules, incapable de magie, n'avait aucune raison de se prétendre maître. Ces mots touchèrent Ted en plein cœur. Il refusa qu'on parle mal de son maître. Il attrapa l'insolent par le col pour exiger des excuses sur le champ, mais l'autre le repoussa avec dégoût en lui ordonnant de lâcher prise. Un souvenir traversa soudain l'esprit de Ted. Il réalisa que, 2 ans plus tôt, c'était lui qui avait raillé les yeux de poulet d'Abel exactement de la même façon. Il comprit l'ampleur de la douleur infligée. Culpabilité et colère se mêlaient. Il voulait s'excuser, mais ce n'était pas le moment. La personne qu'il tenait se débattit, un autre le saisit par l'épaule, puis quelque chose d'incroyable se produisit. Là où ils touchèrent Ted, une lueur jaillit, une force puissante explosa, les projetant tous deux en arrière. Ils s'écrasèrent au sol en tas, complètement abasourdis, sans comprendre ce qui venait de se passer. Seul Abel savait la vérité, l'inscription qu'il avait posée venait de s'activer, le motif réfléchissant ripostait à la violence. Le timing était parfait, Abel laissa échapper un souffle de soulagement, le groupe se releva en hâte, lança une menace comme pour la forme, puis prit la fuite. Ted resta figé, puis accourut l'instant d'après, persuadé d'avoir découvert un pouvoir caché. Abel resta sans voix intérieurement. Le raisonnement du gamin était vraiment inquiétant, mais Alyssa agrippa Ted par le bras et l'attira pour inspecter son uniforme. En le scrutant, elle s'écria, émerveillée, que c'était l'inscription la plus parfaite qu'elle ait jamais vue.
Ted répondit sans hésiter que c'était entièrement l'œuvre de son maître. Le cœur d'Abel fit un bond et il se précipita pour lui couvrir la bouche, mais il était déjà trop tard. Alyssa avait tout entendu. Abel attrapa Ted et s'enfuit en hâte. Alyssa resta là, encore sous le choc. Abel avait la magie à ce niveau. Qui était-il vraiment? Le lendemain, juste avant la cérémonie d'entrée, ils se mirent à courir à toute vitesse dans le couloir. Ted s'excusa d'en avoir trop dit. À l'arrivée devant les portes du hall, Ted haletait déjà, mais Abel remarqua quelque chose d'étrange à leur sujet. Il les examina et comprit que ce n'était pas un piège, mais une cérémonie de bienvenue. Pour rester discret, il poussa Ted pour qu'il passe le premier. Ted, terrorisé à l'idée d'une punition pour retard, refusa de bouger. Abel lui donna alors une bonne poussée à travers la porte. Instantanément, on entendit le cliquetis des mécanismes et une musique entraînante emplir l'air. Ted resta bouche bée devant le spectacle éblouissant. Des confettis tombaient et d'adorables marionnettes en bois dansaient au rythme. Abel lui expliqua que tout cela était pure magie mécanique, un mécanisme qui détecte l'énergie magique de celui qui ouvre la porte et se met en marche. Ils levèrent les yeux et virent des marionnettes en bois hautes de plusieurs étages, jouant toutes ensemble pour souhaiter la bienvenue. Les autres nouveaux se retournèrent et braquèrent leurs yeux sur Ted. Tout le monde supposait que c'était lui qui avait déclenché la grande cérémonie. Même les professeurs, même la marche des chevaliers, le plus puissant de l'année, Ted semblait avoir été joué en son honneur, sa peur et sa réticence initiale. À ce moment, le directeur apparut et ordonna le silence dans la salle. Lui aussi fut agréablement surpris d'entendre la marche des chevaliers cette année. Abel resta discret dans la foule, jaugeant les nouveaux autour de lui. Environ 200 élèves par promotion, bien plus que ce qu'il avait imaginé. Ted se pencha, tout excité, pour lui raconter la lignée du directeur. Ce vieux monsieur était un descendant direct de Roy, le héros du vent. Le nom de Roy fit remonter 200 ans de souvenirs. Ils avaient combattu côte à côte, proches comme des frères, et abattu le roi démon. Mais ce qui suivit était quelque chose qu'Abel n'avait aucune envie de revivre. Le discours du directeur s'éternisa. Ted tournait encore les pages du livret d'orientation, tentant de partager d'autres anecdotes. L'humeur d'Abel s'était alourdie. Il ne répondit que par des répliques courte et froide. La cérémonie s'acheva enfin. Ils suivirent la foule à la recherche de leur salle. Ted remarqua qu'il avait l'air abattu et le demanda, inquiet. Abel secoua la tête en disant que tout allait bien, mais à peine avait-il terminé que tout son corps se tendit soudainement. Ted était encore plus perplexe. Incertain de ce que son maître venait de percevoir, Abel scruta les alentours avec méfiance, un malaise profond montant en lui. Un regard étrange s'était posé sur lui, pas celui d'un vivant, plutôt l'œil indiscret d'un outil magique. Quelqu'un avait-il déjà flairé sa véritable identité cachée? Qui l'espionnait? De retour en classe, tout le monde parlait déjà de lui. Un élève aux cheveux verts minimisait l'humiliation d'hier, jurant qu'il avait juste été repoussé par l'inscription de défense sur l'uniforme. Alyssa écoutait tout cela, le visage se renfrognant de plus en plus. La porte s'ouvrit, Ted et Abel entrèrent ensemble et presque tous les regards se braquèrent sur eux en une seconde. Ted sentit l'atmosphère lourde et se tortilla, visiblement mal à l'aise. Abel, lui, avait depuis longtemps pris l'habitude des regards et des chuchotements. Quelques visages reconnus de la veille leur lançaient déjà des regards hostiles. À ce moment-là, un homme en pantoufles fit son entrée. Il laissa tomber ses livres négligemment sur le pupitre et passa la main dans sa chevelure en bataille, et ça suffit à déclencher une vague d'excitation contenue dans la salle. Ted s'illumina aussitôt. Il savait qui venait d'arriver. C'était le mage le plus puissant de l'époque. Abel se remémora avoir lu les travaux de cet homme. Ses capacités valaient vraiment le respect. Ted ajouta que la question difficile de l'examen écrit venait de lui. Abel comprit alors, même si l'allure négligée du type le surprenait un peu. Le professeur Emezen s'épargna l'appel et attaqua directement le cours. Un élève leva la main avec insolence, demandant s'il n'était pas trop occupé par ses recherches pour enseigner. MSN ne broncha pas et l'avoua ouvertement. Il n'était là que pour obtenir des fonds de recherche. L'élève insista, voulant savoir pourquoi il avait fait une exception et accepté d'être le professeur principal de cette classe. L'expression de MSN changea. Il balaya la salle d'un regard grave et déclara que c'était parce qu'il y avait, dans cette classe, quelque chose qu'il devait vérifier par lui-même. Au moment où ces mots furent prononcés, ses yeux se posèrent directs et nets sur Abel. Toutes les sonnettes d'alarme d'Abel se mirent à hurler, impossible de se tromper. Ce regard, celui qu'il avait espionné via un objet magique, venait de cet homme. Et ainsi, la vie scolaire d'Abel commença sous l'ombre de cette angoisse latente. Ses journées s'installèrent dans une routine, cours, bibliothèque, dortoir, une parole calme avec Lilith de temps en temps, si routinière que la pire épreuve resta l'interminable et abrutissante longueur des cours. Oblieta. Ted n'arrêtait pas de se tortiller sur sa chaise, râlant que les leçons étaient impossibles. Pour Abel, le contenu était si superficiel que rester assis devenait presque pénible physiquement. Il dut donc sortir papier et plume pour travailler ses propres sortilèges en cachette. Un jour, le professeur finit par braquer sur lui un regard impatient et fit appeler Abel devant la classe pour résoudre un exercice. C'était transparent, un prétexte pour faire un exemple de cet élève aux yeux inférieurs et affirmer son autorité. Abel se leva sans émotion, méprisant tout autant cet enseignant. L'homme enseignait à la lettre en faisant recopier mot pour mot, alors Abel annonça d'emblée que sa réponse divergerait du manuel et qu'il montrerait sa méthode condensée. Il expliqua sa démarche, montrant comment raccourcir le procédé abscon de 10 étapes. Le professeur, sur l'estrade, resta figé et les élèves éclatèrent d'incrédulité, tandis que l'enseignant, la dignité en lambeaux, avala sa colère et pria Abel de se rasseoir.
Alors qu'Abel se retournait pour partir, une remarque acide fendit l'air. Le même groupe qu'hier, chaque mot dégoulinant de mépris. Abel fit comme s'il n'avait rien entendu et regagna sa place sans vouloir gaspiller d'énergie. À l'académie, il y avait 5 bibliothèques, grandes et petites. La grande possédait une collection immense mais trop de monde. Il y empruntait souvent des livres puis allait lire dans l'une des plus calmes. Un jour, plongé dans sa lecture, une voix connue rompit le silence. C'était Alyssa, il fut un peu surpris. Il ne s'attendait pas à la voir à la bibliothèque pour réviser. Elle demanda s'il avait fini les devoirs du jour. Il admit honnêtement pouvoir boucler tout ça avant d'aller se coucher. Puis tous deux se turent et replongèrent chacun dans leurs livres. Alyssa resta bloquée sur un exercice compliqué et resta longtemps sans écrire un mot. Elle hésitait encore à demander de l'aide quand la voix d'Abel intervint la première. Sans lever les yeux, il indiqua exactement où son raisonnement avait déraillé. Alyssa cligna des yeux, surprise qu'il ait suivi sa lecture. Elle suivit son conseil, recommença et trouva bientôt la solution. Abel se dit silencieusement que sa capacité de compréhension dépassait de loin celle de la plupart des gens. Quand ils partirent tard ce soir-là, Alyssa le remercia pour ses explications. Curieuse, elle lui demanda s'il passait toutes ses journées à la bibliothèque, en apprenant que oui, elle ne put s'empêcher de lui suggérer d'aller voir un peu le monde. La vie en ville, c'est plein de nouveautés et d'aventures, dit-elle, comme ce resto dont tout le monde parle, ou ces desserts exotiques et rares. Abel fit remarquer tout de suite que tous ces exemples tournaient autour de la bouffe. Elle s'empressa d'ajouter qu'il y avait aussi des bouquinistes à fouiller. Ça piqua tout de suite la curiosité d'Abel. Alyssa saisit l'occasion et, avec prudence, lui proposa de l'accompagner, voulant le remercier pour son aide. Abel jugea qu'il n'avait aucune raison de refuser et accepta. À ce moment précis, une voix râpeuse et sarcastique jaillit derrière eux. Le même trio, dégoulinant de moqueries passives, le nargua en disant qu'il était populaire auprès des filles. Abel demanda calmement ce qu'il voulait. La fille aux cheveux bleus lui répondit sèchement qu'il était prétentieux et qu'il ferait mieux d'arrêter son cinéma. La fille aux cheveux verts passa à l'attaque et sortit un outil magique menaçant de lui donner une bonne leçon. Convaincue qu'avec Ted absent aujourd'hui, elle pouvait enfin lui faire payer, elle souriait. Mais Abel leur posa d'abord une question. Pourquoi méprisait-il tant les élèves externes? Le visage de la verte se tordit instantanément de rage, laissant sortir le ressentiment qu'elle contenait. Elles avaient passé des années à bosser et étudier pour mériter leur place ici. Mais les externes pouvaient entrer à côté d'elle rien qu'avec un seul examen réussi. Cela le mit hors de lui sans mesure. Abel sourit froidement intérieurement, ne voyant aucune preuve de tout ce prétendu travail. Il posa nonchalamment son sac. La seconde d'après, l'outil magique était dans sa main. Il ne l'avait même pas vu bouger. Même Alyssa resta bouche bée. Abel fit tourner l'arme entre ses mains, haussant légèrement les sourcils. Il observa que l'outil était mal entretenu, que les runes magiques étaient effacées par négligence, puis il la lança négligemment en suggérant au propriétaire d'en prendre mieux soin. L'élève aux cheveux verts essayera de l'attraper et culbuta au sol. Abel détourna le regard et appela Alyssa pour leur dire qu'il partait. L'autre se releva en tremblant de rage, jurant cruellement que demain il leur ferait payer. Le cours de PS du lendemain faisait vibrer Ted d'enthousiasme. Abel et Alyssa le regardaient avec une pointe de résignation et de compréhension. Après tout, c'était un cours qu'ils n'avaient qu'une fois par semaine. L'excitation se comprend. Le prof de PS, Cantor, annonça que l'activité du jour serait le combat au ballon magique. Tout le monde acclama. Ted demanda curieusement les règles et Alyssa avoua qu'elle ne les connaissait pas non plus. Le prof s'apprêtait à expliquer quand l'élève aux cheveux verts intervint avec suffisance. Il déclara qu'il connaissait déjà toutes les règles par cœur. Cantor sourit, ses paroles trahissant un parti pris évident. La classe devait toujours s'adapter aux ignorants. L'élève aux cheveux verts lança un regard appuyé vers le groupe d'Abel. Alyssa entra instantanément dans une colère déterminée à leur faire la leçon, mais Ted la calma joyeusement en lui disant de se détendre. L'important, c'est de s'amuser. Cantor commença à former les équipes, appelant des noms et les faisant se rassembler. Quand le tumulte se dissipa, les coéquipiers d'Abel se rassemblèrent autour de lui. Ted rayonnait d'être dans la même équipe que son maître. Alyssa ne put s'empêcher de lui lancer qu'il était aussi bête qu'une brique. Abel fit remarquer que tous les membres de l'équipe D venaient de l'extérieur. La composition était bien trop calculée pour être un hasard. Ted finit par comprendre que quelque chose clochait. 2 de leurs coéquipiers avouèrent n'avoir aucune aptitude sportive. Les 2 autres se qualifièrent de médiocres au mieux, manquant cruellement de confiance. Alyssa prit les choses en main et promit qu'elle porterait l'équipe. Ils décidèrent de gagner à la loyale et de faire taire l'autre camp une bonne fois pour toutes. Ces mots rallumèrent l'esprit combatif chez leurs coéquipiers. Abel, lui, resta seul sur ses gardes. L'autre camp ne jouait pas franc jeu. Comme prévu, l'élève aux cheveux verts lança encore une provocation en passant et le professeur Cantor affichait un sourire narquois qui n'était pas digne d'un arbitre neutre. Abel comprit tout de suite, même le prof était de leur côté. Le match démarra vite, l'équipe B attaquait, l'équipe D défendait. Les règles étaient simples. L'attaquant envoyait 3 types de balles magiques avec des outils enchantés. Les défenseurs devaient esquiver et survivre. L'équipe gardant le plus de membres debout gagnait. Le combat commença. Les dés se mirent à bouger et à éviter. Ted eut une révélation soudaine. C'était comme une partie de balle aux prisonniers. À peine avait-il prononcé ces mots qu'il fit une saltation arrière pour éviter une attaque. Il semblait sentir les attaques avant qu'elles n'arrivent. Abel trouvait ses réflexes athlétiques impressionnants, mais à l'instant suivant, le garçon à lunettes fut frappé et hors jeu. Les balles magiques avaient été amoindries, mais l'impact faisait toujours mal. Ted parvint de justesse à bloquer une attaque. Alyssa esquiva
une autre de peu. Puis 2 projectiles magiques foncèrent le droit sur Abel frontalement. Abel trouvait étrange la simplicité et la directivité de l'assaut. Quand les balles firent de soudain un angle droit au dernier instant, il tourna la tête et vit 2 coéquipiers déjà à terre. Une seule embuscade venait de coûter 2 postes en un clin d'œil. Le cœur d'Abel tomba et son alerte monta au maximum. Les visages du trio d'attaque s'illuminèrent de sourires triomphants. Alyssa cria que l'assaut violait clairement les règles. Ils avaient trafiqué leur magie neutre. Les gants de tir avaient été dissimulés avec des runes pour traquer les cibles. C'était du pur sabotage, mais l'autre camp s'en moqua en traitant les victimes de mauvais perdants. L'un d'eux enfonça le clou avec une insulte grossière sur le physique d'Alyssa. Là, sa colère explosa, rouge comme une torche. Abel posa aussitôt une main sur son épaule et lui dit calmement de rester maître d'elle. Il lui rappela que la provocation verbale était une tactique classique. Il fallait rester concentré et guetter des attaques venues de tous les côtés. Le visage d'Alyssa s'empourpra. La proximité d'Abel l'avait plus troublée qu'elle ne l'aurait cru. Le match continua dans le chaos. Abel garda la tête froide et observa tout autour de lui. Il remarqua quelque chose d'étrange chez la fille aux cheveux noirs, Yukari, rien d'extraordinaire physiquement, mais elle mettait en garde ses coéquipiers, vision large, calme sous pression, une éclaireuse gravement sous-estimée. Abel pensa que si on pouvait juste tempérer sa passivité, elle pourrait devenir une mage hors pair. À cet instant, 3 balles magiques sifflèrent en diagonale et lui frappèrent violemment le dos. Yukari hurla de douleur et s'effondra en avant. La violence du coup choqua tous les témoins. Abel fronça les sourcils. L'adversaire savait neutraliser l'éclaireuse en priorité tandis que l'élève aux cheveux verts éclatait de rire en lui ordonnant de dégager. Il tira de nouveau, visant Yukari qui peinait à se relever, un autre coup direct dans le dos. Yukari se recroquevilla de douleur. Alyssa se retourna, furieuse, exigeant des explications en hurlant ce qu'il croyait vrai et faire. Mais l'élève aux cheveux verts haussa les épaules, criant qu'il chassait juste une espèce envahissante. À peine avait-il parlé qu'un déluge encore plus dense de balles magiques s'abattit sur Yukari. Des dizaines d'impacts frappèrent son dos frêle. Les larmes et la sueur de douleur mouillèrent ton visage. Ted accourut pour la protéger, Alyssa se planta devant pour s'engager dans la dispute, mais l'élève vert se moqua d'Alyssa, la traitant de présomptueuse. Pendant qu'Alyssa se laissait distraire, une attaque vint par derrière. Complètement prise au dépourvu, elle reçut une balle magique et tomba à terre. Abel soupira intérieurement. Alyssa se laissait trop facilement emporter par ses émotions. Ted n'en put plus et leva la main, s'adressant au professeur sur le côté pour protester. Il exigea que l'arbitre tranche sur cette attaque injuste, mais avant qu'il n'ait fini, la même embuscade le frappa aussi. Plusieurs balles magiques lui atteignirent le dos et le clouèrent au sol. Abel se massa le front, impuissant. Celui qui avait voulu aider fut éliminé en premier. L'élève aux cheveux verts se pavana, satisfait, affirmant que les extérieurs étaient bons à rien, que ses envahisseurs devaient être retournés là d'où ils venaient. Alyssa et Ted restaient à terre, bouillonnant, incapables de se relever pour riposter. Yukari sanglotait en silence, tout son corps tremblant de douleur et de peur. Abel scrutait le terrain, le cœur glacé. Moins de 2 minutes de jeu et l'équipe défensive était presque anéantie. Il était le seul encore debout, seul sur le terrain. Les 3 attaquants se refermèrent sur lui. Prêt à conclure, l'élève aux cheveux verts menait, le regard affamé d'un prédateur. Il ordonna de concentrer le tir. 3 projectiles magiques partirent vers Abel en même temps. L'idée d'abandonner effleura Abel un instant. Ça aurait été plus simple, mais la cruauté adverse réveilla en lui une irritation froide. Il prit sa décision et se baissa, glissant agilement hors de la première volée. Les attaques pleuvaient encore, l'élève vert semblait s'enivrer du carnage. Abel traversait la rafale dense comme une fumée, léger et sans effort. Les coéquipiers sur la touche criaient comme des fous, le vert ricana avec dédain. Il lui demanda si son souffle commençait à lâcher. Abel ne ressentit rien, au contraire, il trouvait l'autre plus essoufflé. À cet instant, l'enseignant annonça une minute restante. Les yeux du vert se durcirent et il concentra une immense réserve magique. Il décida d'y aller à fond. Une sphère colossale de lumière apparut soudain, des dizaines de projectiles magiques s'en détachèrent dans toutes les directions. Alyssa et Ted sur la touche les regardaient, la peur au ventre. Abel la repéra tout de suite. L'adversaire avait triché en ajoutant une rune d'éclatement. Le vert se pavana, défiant Abel d'esquiver. Abel pensa qu'esquiver ne serait pas si difficile, mais il préférait garder profil bas. Il lança discrètement sa magie sous la surface, puis se coucha et se recroquevilla la tête, faisant semblant de se protéger. Les projectiles pleuvaient, et pourtant chacun glissa étrangement sans le toucher. La foule resta pétrifiée, incapable d'expliquer ce qu'elle venait de voir. Le visage du vert devint blême. Il crut à un dysfonctionnement de son outil magique. Au même instant, le coup de sifflet final retentit et Abel se tenait indemne. Ted jaillit, tout excité, proclamant que son maître était incroyable. Abel l'arrêta, lui rappelant qu'il était trop tôt pour célébrer. Au prochain round, attaque et défense s'inversent et il faudra mettre KO chaque adversaire. Maintenant, c'est au tour d'Abel, Ted et Alyssa d'attaquer. Ted était bouillant, jurant qu'il prendrait cette manche. Alyssa voulait prouver de quoi ils étaient vraiment capables. Abel, lui, comptait sur ses coéquipiers pour attirer tous les regards. L'autre camp ne montrait aucun signe d'inquiétude, lançant même plus de provocations. Abel sentait qu'il cachait quelque chose.
Le signal du début du round retentit. L'étudiant aux cheveux verts ordonna à son équipe de former une position défensive. Ses alliés se mirent vite dos à dos, serrant un cercle protecteur. Ted lança la première attaque, une boule magique filant droit devant. Alissa enchaîna aussitôt avec son offensive. Dans la formation, quelqu'un cria immédiatement « Nord-Ouest, type lance », un autre répliqua « Sud-Est, disque magique ». Abel comprit tout de suite leur stratégie. Ils avaient partagé la couverture entre eux, s'échangeant les infos pour éliminer les angles morts. Une défense vraiment bien coordonnée, Ted parut décontenancé et se mit à crier pour demander de l'aide. Alissa était tout aussi bloquée, sans idée pour percer. Abel dut l'admettre, la coordination de l'autre équipe était excellente, mais ils avaient quand même négligé une chose. Il appela Ted à ses côtés et lui dit que le coup de grâce de ce match serait pour lui. Tous deux se murmurèrent leur plan final. Un instant plus tard, ils levèrent les yeux en même temps, braquant leurs regards sur les adversaires. Ted, qui avait entendu le plan, leva le bras bien haut et entama une incantation exagérée et traînante. Toute l'équipe en face resta figée, déroutée par ce rituel. Même Abel trouva ça un peu too much, puis, discrètement, il mit sa propre magie en marche. L'énergie afflua jusqu'aux doigts de Ted, suivant le rythme de sa psalmodie. Ted prononça la dernière phrase pour libérer la puissance, pendant qu'Abel récita intérieurement la véritable incantation de la magie de tempête. Pourtant, rien ne se produisit. La confusion monta jusqu'à ce que quelqu'un pointe le ciel et tous levèrent les yeux. Un immense anneau d'énergie magique s'était déjà formé au-dessus d'eux, et d'innombrables projectiles magiques en pleuvaient comme une averse. L'équipe adverse n'a pas eu le temps de réagir. Ensevelie sous le bombardement, en un instant, les joueurs tombaient les uns après les autres, le terrain réduit à l'état de ruine. L'étudiant aux cheveux verts tenta de se relever, mais un tir de finition parfaitement ajusté le remit immédiatement au sol. Le prof de PS contempla les élèves éparpillés, trop abasourdis pour parler. Il n'eut d'autre choix que de serrer les dents et de déclarer l'équipe d'Abel gagnante, déclenchant des cris enthousiastes et une ovation pour ce comeback. Alissa se tourna vers Ted, tout excité, et lui demanda pourquoi il avait caché sa force jusque-là. Ted bafouilla, embarrassé, jurant que c'était un concours de circonstances, et Abel, voyant que tous les regards se tournèrent vers Ted, laissa échapper un soupir discret de soulagement. À ce moment, l'étudiant aux cheveux verts se redressa en vacillant, le visage marqué par l'amertume et l'humiliation. Abel le regarda froidement et lui dit qu'il ignorait combien les internes avaient bossé dur, mais qu'une chose était sûre, Ted avait gagné sa place ici par son seul mérite. Forcé par des jours et des nuits d'études et d'entraînement, l'étudiant aux cheveux verts l'écouta puis s'effondra sans un mot, mais une main amie apparut devant lui. Ted se baissa et l'invita à nouveau, d'un ton sincère, à venir manger des brioches ensemble un de ces jours. Abel secoua la tête. Il n'avait pas encore renoncé à vendre ses brioches, et l'étudiant aux cheveux verts resta assis, la tête baissée, visiblement en pleine tourmente intérieure. Finalement, il laissa échapper un ricanement froid et méprisant, puis se détourna pour aider son coéquipier à se relever. Alissa, peu impressionnée, jugea l'attitude ingrate, mais Ted en rit, optimiste. C'était déjà un progrès. Cette fois, il ne lui avait pas repoussé la main, et il réaffirma avec ferveur son objectif de se faire 100 amis. Abel observa la scène, un faible sourire s'esquissant sur ses lèvres. Au crépuscule, le directeur Mihaël marcha seul dans un couloir sombre, se dirigea vers une porte dissimulée et l'ouvrit silencieusement à l'aide de la magie. Derrière se trouvait l'atelier souterrain exigu et en désordre du professeur Emezen. Celui-ci fixait un écran où le match de l'après-midi tournait en boucle et il expliqua au directeur que la séquence avait été captée par un drone éclaireur de sa propre conception. La vidéo a rejoué l'instant où Ted lança sa magie, au moment précis où les projectiles magiques pleuvaient du ciel. Mihaël observa, son visage passant peu à peu à la surprise, tandis qu'Emezen s'exclamait, passionné, c'était un déguisement magique d'une finesse rare. Abel marmonnait quelque chose sans bruit à ce moment-là, les yeux d'Emezen brillaient d'obsession. Il voulait savoir qui était Abel à tout prix. Le jour de la sortie arriva vite. Abel se souvint de l'invitation d'Alissa et en descendant du dortoir, la surveillante le retint une seconde. Lilith se tenait là, un léger sourire aux lèvres. Elle pensa qu'il allait à la bibliothèque comme d'habitude, mais Abel tendit son formulaire de sortie rempli, le sourire de Lilith se figea sur le champ. Elle demanda doucement s'ils sortaient avec leur camarade Alissa, car elle venait de recevoir un autre formulaire presque identique. Abel ne comprit pas. Qu'y avait-il de mal à cela? Lilith se mordit la lèvre et ravala son amertume. Finalement, elle secoua la tête et lui dit d'aller s'amuser. Abel s'éloigna sans voir la déception qui avait traversé son visage. Juste au moment où il alla pousser la porte, quelqu'un attrapa sa manche. Lilith gardait les yeux baissés, la voix à peine un souffle. Est-ce qu'il pourrait, un de ces jours, la promener aussi? Abel fut un peu surpris, mais accepta. Lilith releva aussitôt la tête et éclata en un sourire radieux, éclatant. Ce sourire remua quelque chose en Abel. Il se rappela son visage d'enfant. Après 200 ans, elle gardait encore parfois cette expression enfantine. Et à cet instant, il se souvint tout à coup de la confession sincère qu'elle lui avait faite 2 ans plus tôt. Il se dit que c'était sans doute l'affection tendre d'une enfant pour quelqu'un de plus âgé. Sur la place, Alissa l'attendait déjà depuis un moment. Abel s'excusa d'être en retard, ce qui la prit de court. Elle rit en le taquinant, disant qu'elle ne l'imaginait pas capable de présenter des excuses, puis annonça, sûre d'elle, que ce jour-là, elle allait lui faire visiter chaque recoin de la capitale royale.
Leur première halte fut une immense tour horloge commémorative. Abel était fasciné par les engrenages emboîtés pendant qu'Alyssa, adossée à la fenêtre, lui criait tout excitée de regarder la vue. Sous le ciel dégagé, la ligne d'horizon allait jusqu'à la mer. Le regard d'Abel se fixa sur un point noir qui bougeait sur l'eau. La poupe du navire laissait une traînée de fumée sombre. Alyssa lui expliqua que c'était un paquebot à vapeur. Il ne savait même pas ce que c'était. Il repensa au livre. Une vraie curiosité le traversa. Alyssa le regardait, concentrée sur l'horizon, et quelque chose prit racine au fond d'elle. Ensuite, ils écoutèrent un nouveau genre de musique, regardèrent un film romantique, et Abel goûta une vie que les livres ne rendaient pas. En traversant une rue animée, une boutique aux panneaux clinquants retint son attention. Alyssa expliqua que c'était une salle de jeu, un lieu de divertissement, en général l'endroit où on vient perdre son argent et son temps en titillant l'ennui. À sa grande surprise, Abel fut tout de suite intrigué. Ses yeux s'illuminèrent et il déclara vouloir entrer voir ça de plus près. Alyssa fut prise de court, mais elle accepta, sans qu'il le sache, d'un drone de surveillance de MSN suivait chacun de leurs pas. Ils entrèrent et furent immédiatement engloutis par un flot de bruit et de foule. Les attractions bizarres et colorées étonnèrent et fascinèrent Abel. Puis une voix désagréable jaillit derrière eux, suivie d'une main squelettique qui se posa sur l'épaule d'Alyssa. Le squelette se dressa en avant et Alyssa poussa un cri surpris. Par réflexe, elle se retourna et agrippa Abel pour le serrer contre elle. Abel la rassura, ce n'était qu'un accessoire de magie. Alyssa revint à elle, mortifiée, et se dégagea vite. Le squelette les désigna joyeusement vers la zone d'attraction. Dès qu'ils y entrèrent, les yeux d'Alyssa s'illuminèrent. Là, sa série préférée de machines à griffes peuplées de monstres en peluche. Elle expliqua avec entrain que ces peluches ressemblaient à des bêtes magiques. Abel observa les figurines et les trouva étrangement familières. Plusieurs ressemblaient à des monstres qu'il avait combattus. Alyssa montra sa préférée, Jemi, pas vraiment une boule de mignonnerie, mais terriblement puissante, un sacré combattant. Abel hocha la tête, d'accord sans vraiment l'être. Jemi était effectivement puissant, capable de changer tout en pierre. Il avait fallu la magie du vent et un effort colossal pour l'abattre autrefois. Alyssa, lui, et sa poitrine se serra. Il comprit sur le champ qu'il avait laissé échapper quelque chose. Il tenta vite d'en trouver une explication, mais Alyssa éclata soudain de rire en disant quelle drôle de blague. Il fit semblant et laissa passer l'affaire. Mais Alyssa devint soudain gênée, demandant s'il la trouvait bizarre. Les autres filles aiment les trucs mignons, elle était la seule à aimer quelque chose d'aussi féroce. Abel secoua la tête et dit, sincère, que ça lui allait à merveille. Il pensait que l'on valore davantage les qualités intérieures que l'apparence. Ça stoppa Alyssa net, une douce chaleur s'installa dans sa poitrine. Elle dit joyeusement qu'elle aimait encore plus Gemma maintenant. Abel demanda si elle voulait la peluche. Alyssa tripota un peu, avouant qu'elle la voulait, mais se plaignant de la petite taille de la pince. Abel mit discrètement sa magie au travail, analysant le mécanisme. Il découvrit que la force de préhension était réglée au minimum et que les commandes étaient volontairement lentes. Il rit froidement intérieurement, un piège aussi truqué, c'était pile ce qu'il lui fallait. Il glissa une pièce, prêt à transformer l'impossible en inévitable. La magie se posa silencieusement sur la pince mécanique, renforçant sa prise. La pince descendit lentement et se verrouilla fermement autour de la peluche de Gemma. Alyssa retint son souffle en regardant la figurine soulevée en sécurité, puis elle tomba net dans la fente. La deuxième rencontre d'Abel avec Jemi se solda encore une fois par une victoire. Il sortit la peluche et la tendit à Alyssa. Les joues d'Alyssa virèrent à une belle teinte rouge. Elle prit la peluche et la porta instinctivement devant son visage pour cacher ses flammes. Elle promit d'en prendre grand soin. Cette mine embarrassée n'échappa pas du tout à Abel. Ils entrèrent ensuite dans un salon de dessert. Alyssa ferma les yeux, satisfaite, louant les gaufres à voix haute. C'était la première fois qu'Abel en goûtait une. Le regard d'Alyssa se posa sur sa part et elle demanda si elle pouvait y goûter. Abel accepta. Il coupa un morceau et le lui tendit, mais Alyssa le croqua directement sur sa fourchette sans hésiter. Elle donna une appréciation réfléchie de la saveur de la gaufre. Abel commença à manger la sienne et c'était vraiment très bon. Puis il remarqua qu'il était un peu surpris. Il s'attendait à ce qu'elle ne supporte pas le contact indirect. Alyssa se figea, son visage rougit à une vitesse alarmante. Abel comprit seulement alors qu'elle ne l'avait même pas remarqué sur le moment. Il s'excusa d'avoir dit quelque chose d'inutile. Alyssa se redressa tant bien que mal et affirma d'un ton raide que ce n'était vraiment pas de quoi en faire tout un plat. Voyant sa gêne, Abel laissa tomber le sujet, tourna la tête vers la fenêtre et nota aussitôt une atmosphère particulière dans la rue. Alyssa admit que le style rétro avait son charme, mais Abel murmura que le paysage lui inspirait plutôt de la nostalgie, ce qui la cloua sur place. Elle répliqua que trouver ça mignonnement rétro et ressentir de la nostalgie, ce n'était pas du tout la même chose. Abel demeura soudain sans voix, comprenant qu'il avait encore laissé échapper quelque chose. Alyssa le regarda droit dans les yeux et posa enfin la question qu'elle retenait depuis si longtemps. Qui était-il exactement? La question le plongea dans le silence. Il n'avait nullement l'intention de révéler son secret de réincarnation, il voulait juste une vie tranquille au lycée. À cet instant précis, un éclat dans le lointain lui piqua l'œil, un outil de surveillance magique braqué droit sur eux.
Il choisit d'abord d'éliminer la gêne et coupa net les interrogations. Alyssa le regarda, perplexe, et la seconde d'après le visage d'Abel se rapprocha d'elle à une vitesse surprenante, assez près pour qu'elle sente son souffle. Son cœur fit un bond, mais Abel visait le ciel derrière elle. Une boule de feu silencieuse jaillit et pulvérisa l'appareil de surveillance. L'explosion fit tourner brusquement la tête d'Alyssa, et elle comprit soudain, il lui demanda ce qu'elle allait dire. Elle baissa la tête, murmura d'oublier ça, le remercia de ne pas avoir fouillé dans sa vie privée et s'excusa, la douleur visible sur son visage. Éviter d'autres questions était souhaitable, mais Abel resta troublé. Alyssa se mordit la lèvre inférieure, une vague d'émotions douces, amères la traversant. Elle ne voulait plus revoir ce regard chez lui, ce regard qui se refermait volontairement et la mettait à l'écart. Et à ce moment-là, tout devint indéniable pour elle. Elle avait peur d'avoir, vraiment et sincèrement, des sentiments pour Abel. Au crépuscule, ils revinrent ensemble jusqu'aux grilles de l'académie, mais Abel sentit que la surveillance n'était pas terminée. Il en avait assez et décida de gérer l'affaire à sa façon. Il inventa un prétexte et fit avancer Alyssa en tête. Elle acquiesça, le salua et repartit. Abel se retourna et prit un passage désert. Il s'arrêta au cœur de l'endroit et sentit clairement deux présences cachées. Il ordonna à celui qui se dissimulait dans l'ombre de sortir. Une magicienne émergea alors et Abel remarqua tout de suite ses yeux gris. C'était une technique utilisant la magie de la terre pour se fondre dans le décor. Ses vêtements révélateurs servaient sans doute à affiner sa magie. Au même instant, une voix retentit depuis le toit et un mage mâle bondit en bas. Surpris qu'un si jeune garçon les ait détectés, la magicienne laissa échapper que ce n'était pas étonnant, vu qu'il connaissait cette personne. Abel s'y accrocha tout de suite et la pressa pour savoir qui les avait engagés. Le mage mâle la réprimanda vite pour parler plus qu'il ne fallait, se retourna et déclara froidement qu'il ne dévoilerait jamais le commanditaire. C'était exactement ce qu'Abel attendait pour se sentir vraiment concerné. Un adversaire de ce niveau méritait d'être pris au sérieux. Au même moment, le professeur Emma Sen longeait seul les couloirs de l'académie. Une solitude familière le suivait comme une ombre. On ne dispute pas avec des insectes et personne n'emmène des singes observer les étoiles. Il n'avait jamais trouvé personne capable de parler magie avec lui à égalité. Le talent incroyable qu'il montra dès l'enfance, inventant des outils magiques tout seul, lui valut non pas compréhension mais une isolation profonde et infranchissable. Les autres le flattaient en face en l'appelant génie, mais dans son dos régnait envie et moquerie. Un pouvoir écrasant avait engendré une solitude sans fond. À son entrée à l'académie, il tenta de s'intégrer puis comprit vite que se plier à la médiocrité était une fuite vaine. Un diamant ne se polit qu'avec un autre diamant ou quelque chose de plus dur. Sans adversaire digne de ce nom, même un génie ne peut réellement progresser. Parfois, il suffoquait au point de ne plus trouver de raison d'avancer, jusqu'à l'apparition d'Abel comme une lumière fendant l'obscurité. Observer et tester les capacités de ce jeune homme avait réveillé son excitation. Pour cela, il n'hésita pas à solliciter les ressources de la société magique Chronos. Ces deux mages habiles étaient ses compatriotes membres. Pour comprendre Abel, il était prêt à employer tous les moyens nécessaires. Il poussa la porte de l'atelier et resta figé, les yeux écarquillés. Abel était assis calmement dans son fauteuil en train de boire du thé. Le jeune homme se retourna, le salua et s'excusa d'avoir dérangé. Emerson renvoya son choc et demanda comment il avait franchi autant de couches de barrières. La magie défensive posée était bien plus que 2 ou 3 filets. Abel répondit que ces barrières étaient comme du papier à cigarette. Emerson rit nerveusement, le complimenta, impressionnant, plein de surprises, mais Abel balaya la comédie d'un mot. Il dit à Emerson que ses associés lui avaient déjà tout raconté. Sa demande était simple, cesser toute surveillance immédiatement. Emerson resta bouche bée, complètement pris au dépourvu d'être ainsi démasqué si vite. Si Abel avait forcé ces deux-là à parler, quelle puissance avait-il mobilisé? Il se ressaisit et, d'un ton perçant, demanda ce qui se passerait s'il refusait. À peine les mots sortis, une vague terrifiante de magie l'enveloppa. Les yeux d'Abel devinrent glacés, porteurs d'une menace mortelle évidente. Emerson fut paralysé par la force pure de cette présence. Son corps tremblait sans s'arrêter, mais sous la peur naissait une autre sensation, une sorte de fascination inquiétante. Il céda enfin, acceptant toutes les exigences. Abel retira lentement cette énergie étouffante. Emerson poussa un soupir de soulagement, mais sa curiosité était piquée. Il demanda pourquoi il restait dans cette académie. Il n'y avait plus rien à y apprendre, non. Abel répondit qu'il voulait juste une vie scolaire tranquille, sans histoire. Rien de plus. Les yeux de MSN se refroidirent. C'était trop beau pour être sérieux. Il baissa la voix et parla de ce qu'il voyait comme le destin d'un génie. Avec un tel pouvoir, changer des mondes à sa guise devenait possible. Régner sur les gens ordinaires n'était plus un fantasme. Le front d'Abel se plissa, son dégoût se lisait sans équivoque. Il le bouscula sans cérémonie, dit d'un ton sec qu'il n'avait aucun intérêt pour tout ça, puis sortit sans se retourner. Emma s'effondra contre le bureau, le cœur encore battant à tout rompre. Il avait croisé bien des brillants, mais jamais une telle volonté de tuer. Un sourire d'excitation ourla le coin de sa bouche. Il était certain que l'existence d'Abel le propulserait à un tout autre niveau. La nuit s'approfondit. Alyssa vint chercher Abel, la peluche serrée contre elle. Ted lui avait dit qu'il n'était pas là, alors elle resta attendre au pied du dortoir. Elle voulait lui offrir la peluche et le remercier en personne. En caressant doucement la figurine, une voix familière se fit entendre du côté des arbres. Abel, impatient, demanda pourquoi elle était venue à cette heure-là, mais une voix de femme s'excusa doucement. Alyssa se glissa derrière un rideau d'ombre pour observer. En voyant qui c'était, elle resta bouche bée. La personne qui parlait avec Abel n'était autre que la prof Lilith. Lilith murmura combien il lui avait manqué. Abel lui rappela qu'elle devait éviter d'attirer l'attention.
Il se tourna pour partir, lui disant de garder ses propos après les cours. Ce qui suivit coupa presque le souffle d'Alyssa. Lilith se mit sur la pointe des pieds et posa un baiser léger sur son front. Les joues de Lilith étaient d'eau rose et Abel poussa un soupir d'exaspération disant qu'elle n'avait pas changé depuis son enfance. Alyssa se recroquevilla dans l'ombre. Mais qu'est-ce qui se passait au juste? Le lendemain, elle était dans un café morose. Quand Yukari arriva, elle sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Alyssa, qui ne refuse jamais une douceur, ne prit qu'un café noir. Yukari se pencha, inquiète, et demanda si quelque chose la tracassait. Alyssa dit enfin d'une voix basse ce dont elle avait été témoin. Elle avait vu la prof Lilith embrasser Abel sur le front. Elle se demandait si les deux étaient plus que de simples connaissances. Yukari cligna des yeux, puis comprit tout de suite ce qui pesait sur Alyssa. Elle sourit rapidement et la rassura. Il n'y avait absolument rien à craindre. Abel et la prof Lilith étaient en réalité frères et sœurs, sœur aînée et frère cadet. La nouvelle avait déjà fait le tour de l'académie. Ted l'avait confirmé aussi. Alyssa avait du mal à y croire, mais trouvait quand même cela étrange. De vrais siblings auraient-ils besoin de se rencontrer en cachette et d'exprimer leur affection par un baiser, vraiment? Yukari supposa qu'ils faisaient sans doute attention à cause de la relation professeur-élève et que, comme ils étaient très proches, un baiser était simplement leur manière d'exprimer leur tendresse. Alyssa y réfléchit et trouva que ça tenait la route. Le nuage qui pesait sur son cœur se dissipa en un instant et son appétit revint en trombe. Elle allait commander la plus grosse part de gâteau du menu et Yukari, la voyant renaître, éclata de rire. Pendant ce temps, Abel était seul dans la salle d'entraînement souterraine, en plein footing. Il courait depuis déjà 2 heures. Ce n'était que sa routine quotidienne. La salle, vide et silencieuse en ce jour férié, lui inspira une sensation étrange. Les mages modernes avaient donc visiblement lâché l'entraînement physique. À ce moment-là, Ted déboula en hurlant dans la pièce, l'ayant enfin retrouvé. Abel sentit une pointe de résignation. Son refuge tranquille avait été percé à jour. Ted, tout excité, lui demanda s'il avait choisi quel club de recherche rejoindre. Abel se souvint vaguement d'en avoir entendu parler à l'inscription, mais avoua honnêtement que ça ne l'intéressait pas du tout. Ted, enthousiaste, expliqua que les clubs de recherche étaient des activités extrascolaires volontaires et que certains travaux avaient même reçu des distinctions nationales. Abel, en privé, estimait que ce n'était toujours que du niveau étudiant. Après des années d'expérience, il savait qu'on faisait mieux la recherche sur la magie en solitaire. Travailler en groupe, selon lui, avait peu d'intérêt. Mais Ted n'en démordit pas, persuadé qu'il y aurait forcément quelque chose pour l'accrocher. Abel faiblit. Ce n'était pas juste de rejeter quelque chose sans l'avoir vu. Et puis, dans les yeux de Ted, il n'y avait que de l'attente sincère. Finalement, Abel soupira et céda. Ted explosa de joie et l'entraîna voir les stands de recrutement des clubs. L'endroit bourdonnait. Des gens interrompaient Ted à toute va pour tenter de le convaincre. Abel observa en silence, notant que les clubs se divisaient grosso modo entre magie et sport. Mais il y en avait trop pour tout examiner. Soudain, une voix grave derrière eux, une silhouette immense en armure se tenait là, ce qui fit sursauter Ted. L'homme rit, ôta son casque et expliqua que c'était juste l'équipement de compétition. Il complimenta ensuite la carrure de Ted et l'invita à essayer le ballon blindé. Une pluie de termes techniques laissa Ted complètement perdu, mais Abel, à côté, comprit très bien. Ça ressemblait à un vieux sport, un peu comme du rugby. Ted se retourna pour inviter son maître à aller voir, mais l'expression de l'étudiant senior se figea quand il posa les yeux sur Abel. Il suggéra avec tact que ce serait un peu gênant pour un élève aux yeux ambrés de participer. Abel avait depuis longtemps l'habitude d'être traité comme incapable de manier la magie, et ça lui allait très bien, ça lui donnait une excuse naturelle pour partir. À ce moment-là, le capitaine du club arriva en armure et le senior s'approcha pour expliquer la situation à voix basse. À l'entendre, le capitaine explosa de rire sans se retenir. Il déclara franchement qu'accepter quelqu'un aux yeux inférieurs salira la réputation du club. Abel soupira, ne voulant pas d'autre confrontation, mais le sourcil de Ted s'était déjà froncé. Abel donna une petite tape à Ted sur l'oreille pour dire que ça ne valait pas la peine de s'énerver. Il ne s'intéressait de toute façon pas au jeu de balle, ce n'était pas une perte pour lui. Il n'avait pas prévu que ces mots déclencheraient la colère du capitaine. Le capitaine fondit soudainement en rage, proclamant que se faire mépriser était la seule chose qu'il ne supportait pas. L'hypocrisie de la situation laissa Abel et Ted sans voix. Avant que quelqu'un ne réponde, le capitaine attrapa la balle et fonça sur Abel en criant qu'il allait lui montrer que ce n'était pas qu'un simple jeu. Abel se baissa agilement sur le côté et balaya les jambes du capitaine. Celui-ci tituba sur une jambe, la balle lui échappa et s'envola. Il réussit à se rattraper de justesse, mais l'humiliation avait effacé toute raison et il se rua une seconde fois sur Abel. Abel se résigna. Ça n'allait pas finir proprement. Il bondit légèrement, attrapa la balle qui retombait sans peine et du haut lança d'un ton détaché « La balle revient », sauf qu'il y avait discrètement lancé un sort d'augmentation matérielle. La balle redescendit avec une force stupéfiante et heurta droit le visage du capitaine. Un bruit sourd, le capitaine s'effondra lourdement au sol. Le retournement attira immédiatement tous les regards et Abel se rendit compte qu'il s'était encore laissé emporter. Pendant que tout le monde accourait vers le capitaine, Abel et Ted se faufilèrent discrètement hors de la foule. Ils visitèrent de plusieurs autres clubs
club sans jamais trouver celui qui leur convenait, tandis que Ted, lui, était accueilli partout. Abel, désintéressé, allait presque renoncer quand un flot d'ovations passionnées parvint à ses oreilles. Un groupe en robe noire s'était rassemblé dans un coin, clamant haut et fort la paix mondiale. Abel se pencha. Ce qu'il voulait supprimer, c'était la magie elle-même. Il trouva ça absurde. S'ils étaient contre la magie, pourquoi venir à cette académie? Leur leader leva le poing et lança que l'ère de la révolution était arrivée. Abel regarda de plus près et se figea. À la tête de la troupe se tenait Boss, qu'il n'avait pas revu depuis longtemps. Il savait que Boss fréquentait l'académie, mais pas qu'ils se croiseraient ainsi. Boss n'avait pas bonne mine, mais ses yeux étaient d'une acuité effrayante. Un frisson d'inquiétude parcourut Abel. Il fit signe au garçon aux cheveux verts de l'interroger sur la situation. L'autre le regarda, surpris comme si c'était une info connue de tous. Il expliqua qu'il s'agissait d'une organisation radicale anti-magie. En surface, il prônait la paix, mais il causait pas mal d'ennuis à la société. Voyant Abel à l'ouest, son ton retrouva son habituel mépris. Il ricana, ça se tient, aucun club de recherche ne voudrait d'un mec aux yeux inférieurs. Abel n'avait aucune envie de se disputer, il se tourna pour partir, mais le garçon l'appela en criant qu'il avait exactement l'endroit parfait pour quelqu'un comme lui. Ils s'arrêtèrent devant un stand calme et déserté. Sous un auvent, une fille aux yeux bleus lisait seule en silence. Tout le monde passait largement autour, comme si c'était interdit. Le garçon aux cheveux verts la surnommait la reine des glaces, Noël. Elle possédait une capacité écrasante, mais ne parlait à personne. Selon lui, sur ce point, elle et Abel se ressemblèrent beaucoup. Deux solitaires peu aimable, peut-être s'entendrait-il. Sur ces mots, il s'en alla. Abel l'observa attentivement. Ses yeux bleus étaient bien la marque d'une magie élémentaire de l'eau. Son pouvoir dépassait nettement la moyenne des étudiants. L'enseigne du stand disait « Club de recherche en magie ancienne », dégageant une aura mystérieuse. Abel frappa doucement la table devant elle. Noël leva enfin les yeux, le regard froid et indifférent. Abel annonça simplement qu'il s'intéressait à la magie ancienne et voulait en savoir plus. Noël ne dit rien de plus. Elle referma le lourd ouvrage qu'elle tenait, posa une boîte carrée en bois sur la table et lui dit d'ouvrir en premier. Abel reconnut l'objet immédiatement. C'était un circuit labyrinthe, un dispositif mystérieux servant à tester la capacité par le déchiffrement de runes complexes. Et celui-ci, si finement conçu, avait très probablement été façonné de ses propres mains. Sans un mot de plus, il laissa courir ses doigts sur la boîte et commença à analyser les runes. Sa magie glissa précisément, guidée par sa volonté, le long du seul chemin correct. Avec un petit clic, le couvercle sautilla et s'ouvrit. Les yeux de Noël s'écarquillèrent instantanément, son visage trahissant l'incrédulité. Abel posa calmement la boîte et lui dit qu'elle était ouverte. Elle la reprit et l'examina encore et encore, persuadée qu'elle était cassée. Après tout, la plupart mettaient au moins 1 heure pour la résoudre. Abel ne donna aucune explication et lui rappela simplement qu'elle avait fait une promesse. Noël l'observa avec une expression compliquée, puis finit par céder. Il suivit ses pas feutrés tandis qu'il s'engouffrait à l'intérieur. Un panneau sur le mur, aucun élève au-delà de ce point se détachait nettement. Il demanda où ils allaient, Noël pointa devant elle, mais ce qui se trouvait là n'était rien d'autre qu'un mur froid de pierre. Elle atteignit son cou, prit un petit pendentif qui y pendait, on eût dit un seau, et le pressa contre un discret relief doré sculpté dans la pierre. Une porte secrète se dessina silencieusement. Abel passa après elle. Un monde avalé par les livres s'ouvrit devant lui. Noël annonça d'une voix douce qu'il s'agissait du club de recherche. Abel regarda autour de lui. Des centaines d'ouvrages, un spectacle impressionnant. Il demanda où étaient les autres membres et reçut une réponse inattendue. Aïe. Noël lui dit franchement qu'elle était pour l'instant la seule membre du club. Abel supposa que le circuit labyrinthe en était la cause. Il se dirigea vers les étagères et commença à feuilleter au hasard. Tout n'était que textes anciens, manifestement d'il y a bien longtemps. Il demanda quel était le plus vieux volume de la collection. Noël répondit, avec un regret calme, que de nombreux textes magiques avaient été brûlés lors de la grande calamité. Abel se tut, des fragments d'histoire s'assemblant dans son esprit. Il y a 200 ans, les sages avaient vaincu le roi démon, mais la paix fut terriblement brève. Poussée par la faim de territoire, l'humanité replongea presque aussitôt dans une guerre bien plus longue et plus cruelle. 100 ans de bains de sang, les victimes dépassèrent de loin tout ce que le roi démon avait pris. L'épuisement et la souffrance se muèrent en une haine profonde de la magie, donnant naissance à un mouvement voulant l'éradiquer purement et simplement. D'innombrables grimoires précieux furent réduits en cendres, et pour percer les secrets de la magie ancienne, bien supérieure à celle d'aujourd'hui, le club de recherche existait. Abel trouvait cette motivation admirable. Il savait que, de nos jours, peu de gens percevaient même le déclin de la magie. L'avoir reconnue et agir dessus était déjà exceptionnel. Noël fut surprise et lui demanda pourquoi il ne la raillait pas comme tout le monde. Après tout, la plupart pensaient que les outils magiques n'étaient que plus pratiques. Abel comprenait bien cette frustration. Dans un tel contexte, elle avait choisi de persévérer pour l'ancienne magie. Elle avait dû endurer bien de la solitude et le poids du malentendu. Il lui dit alors, avec une franchise totale, qu'il ne se moquerait jamais de ses efforts. Ces mots ébranlèrent quelque chose en Noël. D'un ton timide, elle demanda son nom, se présenta officiellement et lui tendit la clé de la salle.
Elle l'invita à revenir le lendemain, elle voulait lui montrer quelque chose. Le soir suivant arriva vite. Abel trouva Ted endormi à la bibliothèque. Sachant qu'on l'avait roulé de club toute la semaine, il n'eut pas le cœur de le réveiller. Il sortit seul, mais fut arrêté dans le couloir par Alyssa. Elle demanda, un peu nerveuse, quel club de recherche il pensait rejoindre. En apprenant qu'il n'avait pas encore décidé, elle prit son courage à deux mains et l'invita. Elle avoua qu'elle rêvait depuis toujours de monter un dragon volant. Une douce nostalgie remua aussi Abel. Depuis sa réincarnation, il n'avait pas encore vu de dragon en cette ère. Il accepta donc d'y aller avec elle pour jeter un œil. Alyssa s'illumina, vérifia plusieurs fois qu'il était bien d'accord, puis s'élança joyeusement. Abel ne pouvait s'empêcher de se dire qu'il devrait vraiment se faire plus d'amis. Après ça, il se dirigea vers le club de recherche en magie ancienne. Mais à la porte, il sentit une présence familière, le professeur Emesen. Abel alla droit au but et demanda ce qu'il faisait là. Emesen sourit en disant qu'il était le professeur référent du club, puis ajouta vite qu'il ne faisait que passer de temps en temps. Trop d'explications achevèrent d'attiser les soupçons d'Abel. Emesen prit la parole à son tour. Que faisait-il ici, lui ? Abel répondit qu'il avait un rendez-vous arrangé. Emesen haussa un sourcil, son regard prenant un sous-entendu lourd de sens. Il laissa échapper, mystérieux, que Noël était un génie recommandé personnellement par le proviseur. En une seule année, elle avait été dispensée de tous les cours standards et étudiait ici en autonomie, car la plupart des enseignements ne la satisfaisaient plus. Sur ce, il suggéra à Abel de demander la même dispense. Abel refusa tout net. Il répéta qu'il voulait juste une vie scolaire tranquille et sans histoire. Mais le sourire d'Emesen s'évanouit d'un coup. Il souligna la contradiction. Tant qu'Abel côtoierait Noël, tranquille et sans histoire, ça n'existerait pas. Abel protesta qu'il s'intéressait simplement à la collection de livres. Emesen insista, relevant l'incohérence de son comportement. S'il cherchait vraiment le calme, pourquoi s'intéresser à la magie ancienne ? Emesen se rapprocha lentement, la main comme prête à effleurer la joue d'Abel. Mais finalement, il se contenta de lui taper l'épaule. Son ton redevint léger et il partit en souriant. Abel resta seul avec une sensation franchement étrange. Il activa discrètement son œil analytique. Une minuscule rune magique apparut sur son épaule, un dispositif d'écoute. Il leva la main et l'écrasa sans hésiter. Emesen, où qu'il fût, sourit en connaisseur, découvert comme prévu. Abel poussa la porte et entra dans le club. Noël lisait calmement. En le voyant arriver, elle referma le livre tout de suite. Elle dit doucement qu'elle l'attendait, avec une franchise étonnamment directe. Une brève sensation traversa Abel. Était-ce une façon amicale de le dire ? Il évoqua l'accord et demanda ce qu'elle voulait lui montrer. Noël souleva une boîte en bois avec des mains précises et lentes. Elle en tira un vieux grimoire abîmé. Abel vit d'un coup d'œil qu'il était scellé sous des couches de runes puissantes. Noël dit que sa famille l'appelait le grimoire interdit. Abel se souvint des récits. Ce texte détenait un pouvoir capable d'ébranler le monde et lors de la grande catastrophe, il avait plusieurs fois été l'étincelle des conflits. Il demanda pourquoi elle lui montrait quelque chose d'aussi dangereux. Noël répondit qu'elle avait entendu qu'il voudrait peut-être le voir, alors elle l'avait apporté. Abel sentit la valeur inouïe du livre et se fit bientôt une idée nouvelle sur ses origines. Elle défit les sceaux en précisant que c'était un trésor qu'elle ne montrait qu'à lui. Abel se pencha pour l'examiner. Les pages étaient gravées de formules magiques d'une complexité extraordinaire. Même abîmée, la maîtrise sautait aux yeux. Il tourna les feuillets vite et reconnut une écriture étrangement familière, jusqu'à lire la dédicace à ma chère camarade Dodona. Il resta figé. Une tempête éclata en lui. Il demanda si ce livre venait d'un de ses ancêtres. Noël acquiesça, son aïeul l'avait reçu d'un mage qu'il respectait profondément. Elle lui demanda s'il pouvait en comprendre le contenu. Abel répondit sobrement en surface. À l'intérieur, loin d'être calme, car ce livre avait été écrit de sa propre main. Il montra les pages et lui fit un résumé approximatif de ce qui y était consigné. En parlant, il scrutait discrètement ses réactions. Le pli de son front et son regard se superposaient peu à peu à un visage d'autrefois. Il en fut désormais certain. Noël descendait de Dodona, l'héroïne de l'eau. Noël écoutait, captivé, un pur sourire de plaisir illuminant son visage. Elle le supplia d'en dire plus sur les secrets du grimoire, mais Abel avait déjà des projets pour le lendemain. Il vit une occasion et proposa un marché, qu'elle lui prête la salle de recherche, et il reviendrait à ses heures perdues pour suivre la lecture du grimoire avec elle. Noël accepta et sourit, sincèrement heureuse. Le lendemain, Abel et Alyssa arrivèrent aux écuries du dragon. Une voix unique les accueillit avec un brio théâtral. Puis, une procession de jeunes hommes impeccablement groomés et parfumés fit son entrée derrière elle. Tout le monde se figea. Ce spectacle frivole, idolâtre même, planté là devant eux, c'était apparemment le fameux club de recherche sur l'équitation draconique. Abel n'arrivait pas à associer ces gens aux dragons. Jadis, s'occuper de dragons était un travail harassant, demandant une patience et une force hors normes. Alyssa avait l'air gênée, n'ayant jamais imaginé que le club serait ça. Une fille demanda alors ce qui distinguait ce club de celui d'à côté. Le seigneur expliqua gaiement que celui-ci était bien plus détendu, axé sur la bonne ambiance. Abel comprit tout de suite et ressentit un petit étonnement en prime. Dans son époque, les dragons étaient des biens précieux et des atouts stratégiques redoutables. 200 ans plus tard, le monde avait visiblement prospéré. Le seigneur annonça qu'on monterait par paire. Abel sentit immédiatement que quelque chose clochait. Chaque fille se retrouvait vite cernée par des garçons enthousiastes. Un mal de crâne commença à poindre, des créatures sacrées transformées en accessoires de drague. Le seigneur alla droit vers Alyssa et l'appela avec une chaleur exagérée. Alyssa se glissa vite derrière Abel, prétextant qu'elle avait déjà un partenaire.
Le regard du seigneur se posa aussitôt sur Abel, glacial et mécontent. Il se planta entre eux et invita Alyssa à venir avec lui, mais Alyssa s'accrocha au bras d'Abel, affirmant fermement qu'elle préférait être avec lui. Le seigneur sourit et la déclina. Trop risqué d'avoir deux débutants sur le même dragon. Alyssa se retrouva coincée, les yeux pleins d'une déception mêlée. Abel voyait combien elle avait envie de monter. Il refoula son malaise et avec douceur lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui et d'aller pleinement s'amuser. Mais cette attention mit Alyssa en colère. Elle se détourna, accepta l'invitation du seigneur en soufflant et cessa de le regarder. Abel resta perplexe, incapable de comprendre comment il avait pu la contrarier. En entrant dans les écuries à dragons, cette odeur forte et familière le frappa immédiatement. Le seigneur exhiba fièrement son dragon de prédilection, son corps immense était à couper le souffle. Alyssa poussa un petit cri d'émerveillement ravi, c'était le plus grand dragon qu'elle ait jamais vu. Abel était lui aussi discrètement impressionné. Ce dragon avait été élevé à merveille. Autrefois, seuls les tout-puissants de la noblesse pouvaient en posséder un. Et en 200 ans, l'art d'élever des dragons avait visiblement fait un bond. Le vétéran lui dit que son dragon se trouvait dans la dernière pièce, puis emmena Alyssa pour profiter d'un vol. Elle se retourna une fois avant de le suivre, tandis que les autres visiteurs quittaient lentement les lieux. Les écuries se vidèrent et Abel se retrouva seul. Il s'enfonça vers le fond du bâtiment, prêt à rencontrer le dragon qui lui était destiné, quand une voix derrière lui l'appela avec urgence pour le prévenir de ne pas s'approcher de cette salle, coûte que coûte. Parce que le dragon à l'intérieur, Reinhardt, détestait particulièrement les humains. Un garçonnet s'excusa pour sa brusquerie et précisa qu'il était jeune soigneur ici. Abel répondit que ce n'était pas grave, il voulait juste voir le dragon rapidement. Le garçon entrouvrit la porte et dit que le voir de ses propres yeux valait mieux que 1000 avertissements. Abel aperçut un immense dragon rouge, des cicatrices autour des yeux dégageant une autorité hautaine, et il fut pris aussitôt d'une profonde admiration. Quel spécimen merveilleux! Le garçon expliqua qu'il s'appelait Reinhardt et avait plus d'un siècle. Jadis champion de course, après la mort de son soigneur, il refusa toute soumission. Beaucoup voulaient s'en débarrasser, mais le garçon s'y opposait farouchement. Parce que les dragons plus jeunes le vénéraient énormément et sa seule présence maintenait la quiétude des écuries. Abel comprit tout de suite, les dragons ne respectent que la force réelle. Pour qu'un vieux dragon soit ainsi honoré, son pouvoir ne se sous-estimait pas. Peut-être qu'il en avait simplement assez d'être mené par des indignes et avait choisi de masquer sa puissance. Abel l'appela d'une voix grave et tendit la main, invitant Reinhardt à le regarder. Le garçon, voyant ce geste qui semblait suicidaire, paniqua et voulut l'arrêter. Abel lui ordonna de se taire et de rester immobile. Reinhardt releva fièrement la tête, les yeux brillants d'une lueur inquisitrice. Abel lut la demande muette et proposa un vol, concentrant une sphère de magie pure dans sa paume pour que le grand dragon la voie. Reinhardt plissa les yeux et observa un instant, puis lentement il se laissa descendre. Cet acte de soumission laissa le garçon complètement sans voix. Abel murmura doucement qu'il pourrait envisager de donner une chance à la personne face à lui. Reinhardt jeta un coup d'œil au garçon et pour une fraction de seconde, son regard sembla s'adoucir. Le garçon, submergé d'émotion, demanda précipitamment qui était Abel. Abel répondit simplement qu'il était étudiant et qu'il empruntait Reinhardt. Dans la vallée, plusieurs dragons volants emportaient des étudiants pour une balade sans hâte. Le seigneur fit atterrir Alyssa sur un tapis d'herbe tranquille. En regardant la capitale royale et l'académie rapetissée en contrebas, Alyssa resta bouche bée. Elle pensa qu'il aurait été tellement mieux qu'Abel soit là, à côté d'elle. Le seigneur lui tendit une tasse de thé avec un sourire où perçait quelque chose de presque caché. Alyssa, sans se douter de rien, le remercia et but, mais soudain le seigneur la serra par derrière. Elle sursauta et renversa la tasse. Elle le réprimanda sèchement, lui demandant ce qu'il croyait faire et lui administra une gifle cinglante, la colère la consumant. Mais le seigneur eut l'audace de retourner l'accusation contre elle, prétendant qu'elle était venue avec de mauvaises intentions dès le départ. Il proféra alors des insinuations grossières sur sa relation avec Abel. La fureur d'Alyssa éclata complètement. Elle fit appel à sa magie, prête à riposter, mais une violente vague d'étourdissement la frappa. Elle s'écroula impuissante, comprenant aussitôt que le thé était trafiqué. Le seigneur se vanta, suffisant de ses excellentes notes en potions. Il la regarda comme si rien ne pouvait le retenir, un sourire narquois aux lèvres. Alyssa ne put que rester couchée pendant qu'il s'approchait. À ce moment précis, Abel survolait déjà la vallée sur le dos de Reinhardt. Il balaya la vallée du regard et remarqua que la plupart des étudiants étaient occupés à leurs petites idylles. Son regard traversa une parcelle d'herbe et se figea. Le seigneur s'approchait d'Alyssa qui se débattait sans force pour résister. Le visage d'Alyssa était strié de larmes tandis qu'elle appelait le nom d'Abel de toutes ses forces. Le seigneur ricana que le dragon prêté à Abel était le plus indomptable de l'écurie. Il cracha que, de toute façon, un homme aux yeux inférieurs avait sans doute déjà chuté à sa perte. Alyssa lui cria dessus avec toute la rage qui lui restait. Le seigneur, qui n'était rien d'autre qu'un prédateur, lui dit sur un ton déplacé d'adopter une voix plus mignonne. Sa main se tendit sans hésiter. Il la menaça d'être une bonne fille et d'obéir.
La peur l'étreignit totalement. Elle ne put que crier le nom d'Abel en boucle. À cet instant précis, une main agrippa le seigneur par les cheveux. La voix d'Abel, froide comme la glace, demanda si cela ne contrevenait pas aux règles de l'académie. Alyssa leva les yeux vers lui, les larmes qu'elle retenait, la douleur et la terreur enfin firent surface. Le seigneur se dégagea en panique. Abel lui dit sèchement que c'était une agression. Le seigneur tenta de baratiner, le cœur battant à tout rompre. Il accusa Alyssa, prétendant qu'elle l'avait cherché, mais Abel la défendit sans la moindre hésitation. Elle ne s'abaisserait jamais à quelqu'un comme lui. Ces mots percèrent la nuit comme une lame et les larmes jaillirent enfin. Humilié et furieux, le seigneur sortit son artefact magique et lâcha une salve d'injures. Il hurla qu'il allait les réduire en cendres. Une boule de feu s'abattit sur eux, mais l'aile puissante de Reinhardt la dévia sans effort. Abel bondit légèrement, renforçant Reinhardt d'un sort de protection. Reinhardt se gonfla d'énergie et d'un battement d'ailes brisa toutes les attaques d'un seul coup. Abel atterrit derrière le seigneur tel un fantôme. Le seigneur se retourna en panique, mais sa main était déjà prisonnière de la poigne de fer d'Abel. Une courte incantation suivit. Les runes le long du canon de l'artefact s'éteignirent. Le seigneur appuya sur la détente, en vain. Alors, fou de rage, il appela son dragon volant et ordonna l'attaque. Le dragon, nommé Sainte Lumière, hésita avant de s'élever à contre-cœur. Juste au moment où il piquait, Reinhardt piétina le sol d'un coup monstrueux. Une autorité draconique invisible se répandit, figeant le seigneur et son dragon. Puis un spectacle encore plus surprenant, Reinhardt bougea de lui-même, déploya ses immenses ailes et les rabattit pour protéger Abel, le serrant contre lui. Le regard solennel et menaçant éteignit toute volonté de Sainte Lumière de combattre. Même le dragon se retourna contre son maître en panique, le saisit et s'envola sans un regard en arrière, quittant le ciel malgré les hurlements du seigneur. Le danger était passé. Alyssa ne tint plus et se jeta dans les bras d'Abel. Au retour, elle grimpa sur le dos de Reinhardt et laissa un sourire revenir sur son visage, tandis qu'Abel poussa en silence un soupir de soulagement, heureux que ces horribles souvenirs ne se soient pas enracinés en elle. Il en profita pour jeter un coup d'œil autour, vérifier si d'autres crapules traînaient encore en bas. Puis Alyssa lui hurla soudain à l'oreille, comme si le temps pouvait s'arrêter là tout de suite, mais l'esprit d'Abel vagabondait ailleurs, perdu à réfléchir sérieusement à la magie du temps. Alors qu'Alyssa, blottie contre son épaule, sombrait déjà, elle murmura sans y penser qu'il était vraiment, vraiment beau. Abel ne l'entendit pas et lui demanda de répéter, mais elle se contenta de rester toute rouge et silencieuse. Et Reinhardt porta les deux amoureux plus loin, glissant doucement à travers la lumière dorée du soir.